Anne-Marie Asselin, bienvenue. Salut. Ça va? Ça va très bien. Merci à Bonjour Québec de commencer le podcast. Le territoire québécois est principalement marqué par son fleuve, par le Saint-Laurent, puis on va en parler. Mais ce soir, on voulait boire. C'est le dernier enregistrement de la saison. On est vendredi soir, d'un beau mois de septembre. Les amis de la boutique 5 à 7 à Ville-et-Mort sur Monk nous ont suggéré un vin. C'est fou parce que c'est le vignoble Les Gémeaux de Hinchinbrook. J'ai dû chercher c'est où Hinchinbrook. Puis c'est dans la région de Châteauguay. Cool. C'est fou parce que ma dernière tournée Bonjour Québec cette année, c'est en Montérégie, puis je m'en vais les visiter dans 3 semaines. Oh. Fait que je suis contente de les boire ce soir. Tout C'est est leur dans vin tout. blanc. Puis tout est dans tout. Fait que je suis super content de cette sélection de vins québécois. Alors, la manière qu'on s'est connus, on s'est connus très, très, très récemment. Ouais. C'est que si je prends du recul, au début de ma carrière, je faisais beaucoup, beaucoup de pitch. Des magazines, essayer de faire de l'argent. Puis là, plus que le temps avance, mieux que ça va pour moi, plus que je suis satisfait côté argent. Puis là, récemment, j'ai commencé à faire des pitchs, mais pour offrir des photos. Puis je me suis dit à qui je vais offrir des photos, qui je crois que c'est important, comment je peux aider. En fait, ma manière d'aider, c'est en faisant des photos. Et je me suis dit, comment je peux aider la planète avec une vocation climatique grandissante. Puis là, j'ai décidé de t'écrire. Oui. Parce que j'avais vu un article à Radio-Canada récemment que vous avez ramassé 4 tonnes de déchets cette année. Puis là, je ne connaissais pas votre organisation. Je pense que j'avais vu passer peut-être une journée nationale de nettoyage quelque part, un ami qui s'appelle William Wachter, qui travaille justement chez Altitude du Sport, qui, je pense qu'il avait ramassé. Je pense que c'était le premier, c'était à la Chine, je crois. Fait que j'ai découvert votre organisation que tu as fondée, que tu es directrice générale, qui s'appelle l'Organisation Bleue, qui nettoie le Saint-Laurent. Avant d'aller là, Oui. on a fait un nettoyage il y a 2 semaines, fait les photos, j'ai adoré les photos. Puis ma mère est comme, mais là, Ali, t'aurais dû me le dire, tu sais, je serais venu. Fait que je trouve ça fun qu'en plus, tu sais, ça l'incite à d'autres gens à aider de proche ou de loin. Avant toute chose, qu'est-ce que le Saint-Laurent représente pour toi? Oh, ça, c'est une grosse question. Ça commence genre dans les valeurs. Là. Ouais. OK. Mais d'abord et avant tout, vraiment merci pour cette collaboration-là, photo, parce que j'ai ouvert le dossier tantôt, puis j'étais genre, oh my God, que c'est pertinent, justement, de collaborer avec l'industrie créative. Puis je pense qu'on le fait beaucoup depuis 5 ans. Là. L'Organisation Bleue a quand même une ADN dans la production. Puis tu sais, je veux amener ça éventuellement à un genre de National Geographic québécois. Ouais. Puis pour moi, les créatifs ont non seulement l'espèce de créativité inouïe, mais aussi la sensibilité par rapport à la cause, comme tu l'as nommé. Ouais. Puis ça amène vraiment la sensibilisation plus loin, comme inspirer tes parents, par exemple, à venir nettoyer. Un bénévole de plus. Avec nous, ouais. Au moins, il y en a eu un. Exact. Mais le Saint-Laurent, pour moi, écoute, je pense au niveau de la population québécoise, c'est imbriqué dans notre sang qui coule, là, littéralement. Mm-hmm. C'est l'eau qu'on boit, c'est ce qui irrigue nos terres, c'est ce qui nous distingue un peu aussi du reste du Canada par rapport à notre relation à l'océan, justement. On a un milieu aquatique, marin, qui est quand même différent de ce qu'on peut s'attendre à la Nouvelle-Écosse, par exemple, ou même à l'Arctique. Fait que ça nous rend un peu edgy par rapport à notre relation au territoire. Mais c'est un lieu aussi qui a énormément de biodiversité, que ce soit de la grande biodiversité comme les mammifères marins, par exemple, ou très petites comme les crustacés, le zooplancton. On a des récifs qui sont vraiment magnifiques et beaucoup d'invertébrés, là, comme des anémones, par exemple, les homards, beaucoup de crabes, des crevettes, bref... Je suis une passionnée d'animaux et d'animaux marins et aquatiques. J'ai étudié en biologie marine à cause de cette passion-là qui m'habite depuis un très jeune âge. Quand j'étais jeune, on allait à Trois-Pistoles avec mes parents passer souvent une longue période de l'été où on louait un chalet. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert finalement le milieu marin. Je viens pas d'un milieu très aisé, fait qu'on voyageait pas. J'ai pris l'avion pour la première fois de mes propres moyens à 18 ans vers l'Australie. Mais quand j'ai découvert le littoral du Saint-Laurent en milieu salé, pour moi, ça a été comme une découverte là, complètement surprenante, mais aussi captivante. Je passais toutes mes journées, là, littéralement, à jouer à marée basse dans le sable, à chercher des bébites, de la glaise, découvrir les algues. Puis à marée haute, ben, le froid m'arrêtait pas, je me baignais constamment. Ah ouais. Puis c'était pas rare
rare que j'étais visitée par des phoques communs, entre autres. Puis on dirait que ça m'a comme ouvert, c'est ça, tout un univers que j'étais pas consciente nécessairement quand j'étais petite, malgré que ça me fascinait beaucoup à travers la télévision, des émissions comme Océane, par exemple, ou même les épisodes de Jacques Cousteau, là, on les captait des fois à la télé. Puis ben c'est ça. Dans le fond, le Saint-Laurent, pour moi, c'est un peu la source de ma passion. C'est ce qui m'a toujours drivé aussi à poursuivre des études dans le milieu académique, des études supérieures aussi pour me former, mieux comprendre. Puis c'est ce qui m'a poussé aussi à entreprendre d'abord et avant tout une carrière de plongeuse sous-marine. Puis ton premier souvenir du Saint-Laurent, ça sera à Trois-Pistoles? Oui, je pense que oui. Ben, à Québec aussi, j'ai grandi à Québec, puis on voit le fleuve de tellement d'angles comparativement à Montréal. Là. Ouais. À Montréal, on regarde en avant, on voit des buildings, on a comme peu d'horizon. Mais à Québec, autant l'hiver que l'été, je passais ma vie sur les plaines d'Abraham. Puis ben, c'est ça, partout où tu regardes, tu le vois, il est beau, il est majestueux. On dirait peu importe la saison, peu importe l'heure de la journée. Là. Puis j'imagine une des raisons pourquoi il est aussi riche en biodiversité, c'est le fait que c'est un estuaire, le fait que c'est la rencontre de l'eau douce puis l'eau salée. En partie, ça fait que c'est un milieu qui est très productif en nutriments. C'est riche aussi en petits éléments comme du zooplancton, par exemple. Puis dans le coin de Tadoussac particulièrement et du Golfe, on a des remontées d'upwelling. Ça veut dire que c'est de l'eau très, très froide qui vient souvent du nord là, de l'Arctique et qui remonte à la surface. Et ces eaux-là, qui sont très profondes, très froides, accumulent beaucoup, beaucoup de nutriments. Puis quand ils remontent à cause du upwelling, là, c'est littéralement une vallée sous-marine. Fait qu'à cet endroit-là, ça remonte plein de nourriture. Puis ça provoque un hotspot qu'on appelle de biodiversité à la hauteur de Tadoussac environ. Oui, puis littéralement, la dernière saison, il y a mon ami Simon Baudry qui était un capitaine de baleine, de croisière aux baleines, aux Escoumins et à Tadoussac. Puis je suis allé le visiter, je m'en vais le visiter la semaine prochaine, mais je suis allé le visiter il y a quelques semaines. Puis littéralement, sur le bateau, il fait juste laisser le bateau exactement où est-ce que tu vois le courant se spinner. Puis c'est juste tout alentour la vie marine. Oui. Absolument. C'est en style de l'année, particulièrement à l'automne, là, c'est là que les baleines sont le plus déchaînées. Pourquoi, hein? Pourquoi à l'automne? Ouf, là, je ne suis pas spécialiste des mammifères marins, mais je sais qu'il y a juste plus d'activités, probablement parce qu'ils s'apprêtent à amorcer une grande migration, sont peut-être la bédaine bien remplie de l'été aussi, fait qu'ils ont beaucoup d'énergie, sont chargés à bloc. Je ne suis pas certaine, par exemple. Puis mettons, c'est quoi le terme technique? Le upwelling? Upwelling. Ça, c'est-tu à cause... c'est parce que comme ça frappe un mur, puis là, ça monte dans le fond marin? Grosso modo, oui. Puis est-ce que tu sais où sont les premières traces d'eau salée sur le Saint-Laurent? Oui. L'eau salée commence à peu près à la pointe est de l'île d'Orléans à Québec. Ah ouais? Oui. Fait que plus tu remontes vers Baie-Saint-Paul, on est à 1 heure de Québec, l'île aux Coudres, on commence à sentir la mer. On commence à voir des algues apparaître. Il y a même des belugas là, qui remontent aussi bas que vers Baie-Saint-Paul. Je dis remontent, là, mais descendent littéralement aussi bas que Baie-Saint-Paul. Puis c'est là où il y a vraiment une transformation finalement de l'écosystème qui se fait. Là. Puis pourquoi tu disais que quand tu étais jeune, tu étais passionnée par l'eau salée versus... Parce qu'à Québec, c'était de l'eau douce. Puis je connaissais le milieu des lacs, les rivières, le fleuve à la hauteur de Québec. Mais pour moi, l'eau salée, c'était comme extrêmement lointain. On dirait qu'il fallait que j'aille dans les tropiques à Bora Bora pour découvrir de l'eau bleue. C'est sûr qu'à Trois-Pistoles, l'eau n'est pas très, très bleue. On est plus dans un brun rouille. Mais n'empêche que c'était complètement nouveau pour moi. Parle-nous rapidement de tes études. Oui. J'ai quand même un parcours très atypique dans le sens que j'ai pas suivi les routes conventionnelles avant de reprendre les bancs d'école. Donc, après le cégep, j'ai pris une pause scolaire qui m'a amenée à me former en plongée sous-marine. Où ça? Où est-ce que tu as fait ta formation? J'ai commencé au Québec, puis j'ai poursuivi ensuite en Australie, qui m'a amenée à me spécialiser dans les Caraïbes, au Honduras, dans des petites îles. Puis c'est là que je suis devenue dive master. Puis là, on me poussait à aller plus loin, devenir instructeur. Mais je voulais pas enseigner la plongée. Moi, je voulais guider des expéditions. Puis je caressais le rêve de, en fait, guider des productions comme des expéditions, par exemple, puis assister des cinéastes. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'était extrêmement exigeant physiquement. Pourquoi?
Bien, c'est un travail très physique. C'est du 6 jours semaine. Là. Surtout en Amérique latine, les conditions de travail sont un peu sketch, là, on va se le dire. C'est un milieu qui n'est pas très sain, puis c'est des heures de travail extrêmement exigeantes. Là. On pouvait aller jusqu'à 5 plongées par jour. C'est quoi qui est comme drainant physiquement? Ben, imagine-toi te lever à 4 heures du matin, prendre un petit Zodiac pour te rendre de ta maison à un resort ou un gros bateau, un liveaboard. Puis là, arriver à bord vers 6 heures le matin, préparer l'équipement des clients, préparer le déjeuner, le café, faire le briefing de plongée. Faire un briefing avec le capitaine aussi, selon les conditions de la journée. Ensuite, commencer ta journée avec une première plongée vers 7h30, 8h le matin. Et là, on les enchaîne comme ça 3-4 fois par jour pendant 6 à 7 jours semaine. Fait que c'est ça, c'est physiquement drainant, là. Puis je travaillais souvent en parallèle dans les bars ou les restos. Comme j'ai aussi fait. Ouais, exactement. Fait que la batterie, à un moment donné, elle s'use. Mais le travail devenait redondant aussi. Puis ce que je trouvais le plus redondant, c'est devenu quasiment frustrant à long terme, c'était d'avoir des capacités techniques, des connaissances du sport ultra poussées, sophistiquées, pouvoir leader des groupes, des fois de gens de 50 ans, ultra expérimentés, mais leur dire non, vous me suivez, puis voici ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais ce qui était frustrant, c'était de ne pas pouvoir expliquer la biodiversité que je voyais, pas être capable de comprendre pourquoi il y avait des coraux mous, des coraux durs, pourquoi je voyais des changements climatiques, mais que je n'étais pas capable de les expliquer, différencier les sortes de poissons, pourquoi les requins n'ont pas l'air des poissons tropicaux, par exemple. Fait que tout ça, ça venait comme un peu... ça venait me chercher. Puis je pense que c'est mon petit côté intellectuel aussi qui, à un moment donné, avait besoin d'être plus nourri. Fait que j'étais comme super nourrie en aventure, me pousser physiquement. Mais c'est ça, je voulais explorer plus en profondeur, pour pas faire un jeu de mots plat, mes connaissances puis toute la biologie, finalement, qui entourait le milieu dans lequel je baignais. Puis tu penses que ton désir, ta quête d'aider des expéditions vient de... Comme Jacques Cousteau et tout ça, National Geographic, peut-être quand tu étais jeune? C'est un peu cliché, mais ouais, National Geographic, définitivement. Tu sais, au Québec, on a quand même eu des personnalités là, qui ont marqué le terrain, comme Jean Lemire, par exemple. J'ai travaillé pour lui, d'ailleurs, un peu plus tard dans ma carrière. Wow. Mais aussi des femmes là, qui ont comme pris l'écran à un moment donné, qui ont pris la parole, comme Sylvia Earle, une Américaine, une biologiste marine qui est rendue très âgée, un peu comme notre j'allais dire Jane Fonda, mais c'est pas le bon nom. Jane Goodall, merci. Ouais. On te regardait, j'étais comme Goodall. Qui ont travaillé de très proche avec une espèce animale. Là, dans le cas de Jane Goodall, c'était les chimpanzés. Ouais. Puis dans le cas de Sylvia Earle, elle, c'était par rapport à tous les changements climatiques, la détérioration de l'environnement. Et puis ces femmes-là m'ont comme permis de me dire, coudonc, ça devient un peu comme des idoles que je me reconnais un petit peu à travers leur carrière, mais leur façon de faire. Puis ça m'a poussé juste à creuser un petit peu plus loin dans le milieu de la conservation de l'environnement. Puis après, alors j'imagine pour combler ce désir intellectuel. Ce qui m'a ramenée à l'école à l'âge de 24 ans, je suis rentrée au baccalauréat en écologie marine à Concordia. J'ai eu des professeurs exceptionnels qui étaient spécialisés beaucoup dans la biologie marine. Fait que c'est l'équivalent du bac en bio à l'UQAR, à Rimouski. Mais je l'ai fait à Montréal, puis j'ai eu plusieurs opportunités de stage à l'international, dont un en conservation aux îles Galapagos et dans l'Amazonie, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Puis ces profs-là nous ont vraiment encadrés. C'était des plus petits groupes. On était quasiment en 10 pour un prof. Puis c'était très interactif. Puis là, ça l'a vraiment ouvert comme un océan d'opportunités, je pourrais dire. Puis après le bac, j'ai fait un stage à l'ONU, à la Convention pour la biodiversité. Wow. Et ça aussi, non, c'était à Montréal. OK. C'était à Montréal. Puis parce que j'avais fait une expédition avec Jean Lemire dans mon bac, l'ONU a fait comme « Hey, on a financé ce projet-là, elle a travaillé pour lui, c'est donc bien cool, on devrait la prendre comme stagiaire. » Wow. Puis là, j'ai découvert plus le milieu environnemental qui était au premier balbutiement là, dans ce temps-là. On parle de genre 2013. Et là, j'ai comme réalisé qu'il y avait des scientifiques qui travaillaient en politique internationale sur des projets de loi de conservation de la nature. Du monde cranky comme moi qui me ressemblait, puis qui avait des capacités de communication très poussées, de négociation aussi, puis de persuasion. Fait que là, j'ai vraiment comme découvert le milieu environnemental, en fait, puis c'est mon superviseur qui m'a poussé après ça à entreprendre une maîtrise en environnement et développement durable.
Fait que là, j'ai joint la 2e cohorte de l'Université de Montréal. C'était en 2013-2014. Fait que c'était vraiment tout nouveau comme programme. Puis là aussi, j'ai pu me spécialiser davantage là, dans la communication, mais j'ai pu cibler mes recherches aussi plus selon mes intérêts. Ce qui m'a amené ensuite, en 2015, à joindre une jeune délégation des Océans du Québec à Paris, à l'UNESCO, dans le cadre de la COP 21. Et là, j'ai été vraiment aux premières loges des négociations internationales sur l'accord de Paris. Puis j'ai rencontré toutes sortes de gens, là, des ministres, des ambassadeurs des océans, comme en Suède. J'ai serré la main au prince de Monaco. Et là, je me suis dit, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je ramène cette expertise-là au Québec. J'ai le goût de partir une NGO, moi aussi. Puis j'ai le goût de rajeunir la face des causes environnementales au Québec. Puis j'ai le goût de rallier les jeunes à la cause à travers les médias sociaux qui, back then, c'était comme pas tant exploité encore, surtout au niveau de la nouvelle, de l'information aussi, puis de l'information rapide. Puis j'avais le goût de rehausser les standards, finalement, de tout le côté créatif des OBNL environnementales. Puis après avoir participé à des conventions climatiques internationales, est-ce que ça t'a donné plus espoir ou ça t'a découragé? Ça craint bien raide, en fait. Puis je pense que c'est un certain biais parce que quand tu côtoies des gens qui sont aussi crinqués à préserver l'environnement, ça devient comme une petite écho-chambre où tout le monde se dit, ben non, mais on en fait tellement des choses, regarde autour de toi, on est tous là à œuvrer pour la cause. C'est sûr que quand on sort des grandes conventions, qu'on sort des milieux de travail, puis qu'on prend contact avec les communautés, qu'on retourne sur le terrain, puis qu'on sort des bureaux ou des salles de négociation, ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une espèce de clash entre la réalité puis ce qui est négocié. Mais c'est sûr, je me positionne toujours dans l'espoir parce que sinon, je serais bien trop découragée. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que mon travail au quotidien sur le terrain me ramène à la réalité à tous les jours, à me dire, ben il faut continuer les efforts, il faut continuer le travail parce qu'on n'est pas sorti du bois. Là. En passant, quand tu assistais à des tournages, tu as assisté au tournage de Les Flots avec Pierre Yves Lard. Oui, j'ai fait un épisode avec lui. Ah ouais? Ouais. C'était nice? C'était très nice. Pierre Yves est venu au podcast, justement. OK. On en parlait un peu de cette émission-là, ouais. Ah ouais? Au Costa Rica avec Julie, une de mes bonnes amies. Ah ouais? Wow. Il est venu nous visiter, dans le fond, dans notre espèce de quotidien latino-américain. Ça avait été, mon Dieu, fatigant. Pierre-Yves, il y a de l'énergie. Ouais. Mais ça avait été vraiment cool de pouvoir côtoyer justement l'équipe de prod, aller faire de la plongée. J'ai des anecdotes d'ailleurs là-dessus, pas mal. Puis alors, après avoir eu ce déclic de vouloir rafraîchir l'industrie, on va appeler ça comme ça, jusqu'à la création de l'Organisation Bleue, comment ça s'est passé? Dans le fond, ce besoin-là était aussi parce que je voulais ramener une espèce de langage autour du Saint-Laurent, autour de l'océan. On dirait qu'on parlait beaucoup de reboisement des forêts, d'empreinte carbone, de compensation carbone. Les gens vont planter des arbres. Je me disais, coudonc, il y a moyen de faire d'autres choses puis de comme sortir un peu de... j'ai pollué, fait que je vais planter un arbre. J'avais le goût de ramener l'importance de préserver le Saint-Laurent en touchant le cœur des gens. Qui est, selon moi, du moins, tu sais, je me considère quelqu'un d'informé. Ouais. Puis je chantais pas tant qu'il y avait un mouvement dans ce sens-là. Oui, les expéditions de Jean Lemire, c'est beau, mais comme de protéger le Saint-Laurent, justement. C'est ça. Tu sais, on parlait du carbone puis de tout. Ouais. Puis le trou dans la couche d'ozone. Ouais. Et tout. Le trou qui va mieux, d'ailleurs. Ouais, c'est exact. Comme si seulement on pouvait célébrer des victoires comme ça et réaliser qu'en changeant, je pense que les algues bleues aussi, ça s'est beaucoup amélioré. Ça dépend dans quel domaine. On dirait qu'il y a eu comme une année ou deux de grosse panique, puis là, les gens changent leur consommation. Puis, Oui, bien là, tu le nommes un peu, dans le fond. La panique, là, c'est un axe de com', tu sais, puis il y a beaucoup d'OBNL en environnement qui vont choisir l'espèce de message de détresse, des campagnes de Greenpeace, sans le nommer, là, mais qui dénoncent vraiment les industries pétrolières, tout ça. On dirait que ça devient blasant à long terme, puis ça amène plus de découragement que d'optimisme. Puis, tu sais, c'est prouvé dans tout le combat, puis dans la lutte au changement climatique, faire comprendre aux gens qu'on doit agir rapidement devant une cause qui est tellement géante, lointaine, abstraite, que se positionner dans le positivisme, ben au moins, ça amène quelque chose de concret. Ça permet aussi aux jeunes, entre autres, de combattre l'éco-anxiété de façon stimulante, concrète, dynamique, puis de se joindre à des gens qui ressentent les mêmes choses qu'eux.
Puis je pense que l'Organisation Bleue, c'est exactement ça, notre ligne de tir. C'est là où on excelle. C'est que jamais on va réprimander ou critiquer. On va s'allier vraiment de toutes sortes de gens, de partenaires, d'institutions, des compagnies même, pour essayer d'avoir le plus de traction, communauté possible, peu importe c'est quoi ta provenance, ton walk of life ou ton entreprise, finalement. Puis ça, ben, ça aide vraiment les gens à finalement se positionner vers de l'optimisme puis amener un brin d'espoir dans ce monde. Puis je trouve, justement, il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire exactement ce que je veux dire, mais je trouve un changement de perspective joue pour beaucoup. Puis deux anecdotes différentes. Tu sais, quand les gens vont en Inde, c'est comme « Ah, c'est sale. » Ouais. Mais la réalité, c'est qu'ils polluent nettement moins que nous. Ouais. En termes de par personne. Ouais. Puis l'affaire, c'est qu'on voit les déchets. On dit que c'est sale parce qu'on voit les déchets. Mais ici, notre système de gestion des déchets est quasiment impeccable. C'est-à-dire dès qu'on produit un déchet, il sort de notre champ de vision. C'est comme miraculeux dans la gestion saine d'infrastructures, mais il fait en sorte qu'on ne réalise pas l'accumulation. Comme si on avait plein de déchets sur Saint-Laurent, on réagirait tellement différent. Alors, c'est comme une illusion, justement, que comme on pense que c'est plus sale là-bas, puis clairement, il y a des problèmes, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Puis, quand j'ai découvert ça, je suis comme, wow, c'est juste de changer de perspective. Puis, autre chose, qui est une histoire un peu bizarre, là, mais j'ai loué une Lamborghini il y a 2-3 ans. C'était un rêve de petit gars. Nice. Ouais. Ça va bien tes affaires. J'ai fait un bon contrat, puis comme je mérite une Lamborghini, c'est un rêve que je rêve depuis 20 ans. Fait que je l'ai fait. Puis clairement, c'est des gros moteurs, c'est beaucoup d'essence, beaucoup de pollution. Puis je me suis tellement senti mal après cette journée-là, combiné avec le fait que j'ai vu une émission Les années 20 par Patrick Lagacé, qui a invité un professeur universitaire qui a dit... Les Nord-Américains ne sont pas prêts à descendre leur qualité de vie. C'est tellement vrai. C'est tellement difficile, justement, d'essayer de faire tout en mieux si, à la base, on n'est pas prêt de descendre un peu de notre confort. Puis, littéralement, ces deux choses-là combinées ensemble qui étaient dans la même semaine. Le lendemain, je suis allé dans un concessionnaire acheter une voiture électrique. Je dis pas que c'est la solution en tout, vraiment pas. Il y a clairement des problèmes avec des voitures électriques. Mais juste de réaliser que, comme, on n'a pas le choix de descendre d'un peu. Tu sais, puis... justement, c'est quoi le terme technique pour le nombre de jours utilisés des ressources de la planète? Le jour du dépassement. Le jour du dépassement. J'ai vu un article, justement, tu as des médias qui ont pris des positions de plus parler des changements climatiques. Le Guardian, Le Devoir, le 24 heures au Québec. Puis, il parlait de comme à quoi ressemblerait une journée si on ne dépassait pas en tant que Canadien. Qu'est-ce qu'il faudrait changer et pas changer. Puis, si tu lis la liste... La plupart des choses qu'on apprécie, on peut quand même continuer. C'est juste de réduire un peu. Puis, je trouve des articles comme ça qui donnent espoir. Comme, oui, clairement, il faut se critiquer pour dépasser le jour du dépassement extrêmement tôt. Mais en même temps, rassurer en disant que, OK, si on descend juste un peu ça, on peut y parvenir. Oui, ben c'est exactement ça, en fait. Le confort, on dirait, domine par-dessus tout. Il y a un certain clash des générations aussi, dans le sens où les générations au-dessus de nous pointent un peu du doigt les jeunes. Les jeunes pointent un peu du doigt les personnes... je pourrais dire plus sages. Pour être... Les boomers. Les boomers, exact. Moi, pour pas les nommer. Merci. Fait que ça devient comme une espèce de rivalité, finalement, entre les générations. Mais on s'entend que les jeunes n'ont pas la capacité financière de dépenser autant que certains boomers. Par exemple, t'sais, beaucoup de personnes en haut de 50 ans vont posséder une résidence principale, une résidence secondaire, 2 voitures parquées devant maison. Ça voyage 4-5 fois par année. Ça mange de la viande à tous les jours. C'est certain que tout ça mis ensemble, ça va pas du tout, tu sais. En contrepartie, les jeunes vont souvent surconsommer de la fast fashion, du fast-food, du take-out, ce que les personnes un peu plus âgées font moins. Fait que c'est comme s'il y avait des habitudes de vie où on se pointe du doigt, mais il y a des faux pas des deux côtés. Puis, tu sais, moi, on me demande souvent, t'es-tu végétarienne? Tu dois faire du vélo à tous les jours. La réponse, c'est, je suis flexitarienne. Je fais pas du vélo à tous les jours. J'ai une voiture électrique parce que j'ai pas le choix d'avoir un véhicule pour me déplacer. Mais
on vit dans une société, un système qui est pas facile non plus à vivre autrement. Fait que, tu sais, quand on parle de zéro déchet, par exemple, ou de, tu sais, complètement dire non à la voiture, on dirait que c'est extrême par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit. Puis il va falloir qu'il y ait tellement de choses mises en place pour qu'on collectivement s'améliore dans une même direction. Je trouve que c'est un peu comme un sacrifice individuel de dire, ben moi, je deviens vegan du jour au lendemain, tu sais. Quand je disais, je suis vraiment pas dans la polarisation ou dans la dénonciation des mauvaises pratiques, c'est ça, tu sais. Si on veut alimenter un changement puis outiller les gens à améliorer leur empreinte écologique, faut que ça se fasse comme doucement, de façon positive, remplie de solutions puis de pistes de il y a ça que tu peux améliorer, ça que tu peux changer. Tu sais, tu viens chez nous, j'ai pas une pompe à savon qui a pris la poubelle depuis les 10 dernières années. J'ai le même jug d'eau de lessive depuis genre 5 ans que je remplis. J'ai des savons, pains de savon sans emballage. Fait que pour moi, c'est plus là, c'est comme dans le sous-jacent. À la base, chez nous, j'ai été pièce par pièce, j'ai fait des changements, puis j'ai vraiment considérablement réduit mon bac de déchets, mon bac de recyclage à tous les jours. Mais tu l'as effleuré tantôt, tu sais. On se compare à l'Inde souvent ou en Chine, même sur le terrain, sur les plages, on se fait dire, voyons que vous ramassez au Québec, c'est pas la Chine ou l'Inde, tu sais. Ouais. Ça sort constamment. Mais la réalité, c'est que le Canadien est le 2e plus grand producteur de déchets par habitant au monde, et devant les États-Unis, la Chine et l'Inde, là. Notre pouvoir d'achat est extrêmement élevé. On prend l'avion plus que n'importe quelle autre population, y compris les Européens et les Américains. Oui, les Américains, j'allais dire les États-Unis. Fait que c'est sûr qu'il y a notre privilège, finalement, de Nord-Américains qui joue en jeu. Puis comme tu as dit aussi, on trie tellement bien nos matières que c'est comme loin des yeux, loin du cœur. Mais la réalité, c'est que le Saint-Laurent en absorbe énormément de déchets. Là, on est juste dans le département des déchets. Mais on émet énormément de gaz à effet de serre. On consomme énormément de fast fashion. Tout ça mis ensemble, ben on peut pas se fermer les yeux puis dire, ben non, nous, on est vraiment smart au Canada, on n'est pas beaucoup, on fait pas de troubles. La réalité, c'est qu'on est vraiment des grands pollueurs. Un concept qu'on a exploré à l'université, j'ai un baccalauréat en médias numériques. Fait que tu analyses l'impact d'Internet sur la société. Puis on étudiait le terme slacktivisme. C'est de faire du slacktivisme slack, c'est-à-dire de signer une pétition en ligne sur change.org. Ça vient d'une bonne intention. Pardon? Le pacte. Ouais, le pacte. Ça vient d'une bonne intention, mais ça a l'effet négatif que les gens sont comme « Ah, j'ai fait ma job, j'ai fini ». C'est comme l'activisme est slack. C'est-à-dire « Ah, je l'ai fait ». Tandis que l'activisme, c'est beaucoup plus que ça. Exact. Je pense que c'est tellement beau, justement, j'ai toujours cru en inspiré par des histoires. Tu sais, mettons, au lieu de couvrir la Révolution liban, j'aurais pu prendre des photos de jeunes avec des masques qui lancent des cocktails Molotov. Mais je l'ai pas fait. Puis j'ai décidé de me concentrer sur qu'est-ce qui rend cette révolution belle. C'est l'organisation faite par les femmes. Puis c'est fou parce qu'à un moment donné, je failli prendre une photo d'un manifestant, un révolutionnaire comme jeune sur la testostérone, je vais dire ça comme ça, qui lançait comme un gros morceau de métal aux policiers. Puis je me suis tourné, tu sais, j'ai comme ma caméra, fait que j'ai le réflexe de prendre une image. Puis là, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, et il est comme, prends pas ça en photo, ça nous représente pas. Je suis comme, t'as tellement raison. T'as tellement raison, c'est tellement facile de montrer des pneus qui sont en feu puis avec la grosse boucane noire. Mais si c'est juste à un endroit, une journée sur 15, puis que c'est juste l'image qui est comme répétée dans les médias puis dans le narratif, ça l'aide personne. C'est vrai. Alors je trouve, tu t'inscris dans une... Je sais pas si c'est un mouvement de pensée de renforcer le positif puis inspirer versus... Ça va dans l'éducation parentale, ça va dans incitation à n'importe quoi. Votre slogan, il est tellement bon. Puis je trouve que c'est un slogan qui pourrait marcher pour tellement de compagnies différentes. Mais c'est tellement bon. Dis-moi, c'était quoi la prémisse de... En fait, c'est simple. C'est pas un énorme jeu de mots. On protège ce que l'on aime. Exact. Écoute, ça vient de, encore une fois, Jacques-Yves Cousteau. Ah ouais? Qui disait on aime ce qu'on comprend et on protège ce que l'on aime. Tu répètes ça. C'est quoi la première partie? On aime ce qu'on comprend. Faut que je me le répète. On aime ce qu'on quelque chose comme ça. Okay. On protège ce que l'on aime. Puis il y a dans J'aime Hydro aussi Christine Beaulieu qui avait dit... Quelle pièce de théâtre? Oui. Excellent podcast aussi, d'ailleurs. Pièce documentaire, podcast. Mais elle disait « Une fois que j'aime, je ne peux rester indifférente ». C'est vraiment ça, dans le fond.
c'est comme si on était, je veux dire, c'est connu, on l'est encore, mais on est extrêmement déconnecté de notre environnement. Surtout quand on grandit dans des milieux urbains ou qu'on côtoie très peu les régions, je pense à la Gaspésie, la Côte-Nord, par exemple, où là, les communautés sont extrêmement imbriquées avec le milieu naturel. Mais, tu sais, dans des coins comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, tous les centres urbains un peu décentrés, là, finalement, du Saint-Laurent, on se rend compte que les gens, non seulement sont déconnectés, mais ne connaissent pas le littoral, ne connaissent pas le milieu côtier. Et c'est souvent des lieux qui ont comme pas la cote. On l'associe souvent, le Saint-Laurent, à genre des bums qui vont chiller sur le bord du fleuve puis qui vont polluer. Puis pourtant, fait que nous, c'est un peu comme une façon aussi de ramener la communauté à redécouvrir le littoral, à prendre connaissance aussi de c'est quoi l'état des lieux. Puis une fois qu'on reconnecte avec le Saint-Laurent, qu'on revoit cette beauté-là, tu sais, le nettoyage qu'on a fait ensemble à Pointe-Claire il y a 2 semaines, tout le monde a dit « Mon Dieu, c'est donc bien beau, Pointe-Claire. C'est donc bien beau, le lac Saint-Louis. » Puis genre « Oh my God, il y a des voiliers ici. Il y avait des saules pleureurs. Il faisait full beau. Tu sais, on a été sur l'eau en paddleboard. Puis là, c'était comme « Oh, révélation. » Genre, à Montréal, on a accès à des plans d'eau. Mais c'est fou, là. Montréal, c'est une île en plein cœur du Saint-Laurent. On peut faire du rafting. Du surf, c'est incroyable. On peut faire du bateau. On peut prendre des genres de bateaux-taxis pour se rendre genre aux îles de Boucherville. Ouais, au pique-nique électronique. Exact, pour aller célébrer, chacun danser. nos activités, ouais. Je vais demain, d'ailleurs. Ah ouais? Je vais prendre la navette fluviale. Pour qui? Ben Boomer. Ah ouais? Ouais, je suis une fan de musique électronique. Ouais, j'adore aussi Ben. C'est avoir su. Chum Ben. J'ai vu Bob Sinclair la semaine dernière. Oh, nice. Vraiment déçu. Ah ouais? Ouais, en plus, regarde Phil comment il crie. C'est parce que nous, on était là, on l'a vu, c'était Nico de Andrea qui ouvrait avant Bob. On rentre dans les parenthèses. Ouais, puis, ouais. puis là, tu sais, évidemment, Bob, c'est une légende. Puis c'était tellement fun de voir une crowd plus âgée. J'ai jamais vu autant de cheveux gris, mettons, au pique-nique. Be the Love Generation. Ouais. On va toute la chantonner. Puis là, tu penserais qu'il ferait comme un set. Mais en fait, Nico D'Andrea, il s'est peut-être dit, je vais aller dans un set nostalgie, mais tu sais, électro-nostalgie, nostalgie. C'est une belle balance. Tout le monde était dedans, tout le monde, tu sais, ça groovait. Puis là, Bob, il était embarqué. Puis il commençait un peu nostalgie. Puis après, c'est comme, il allait vraiment deep. Oh. Puis vraiment comme du deep house très répétitif, long. Puis tu voyais vraiment l'énergie du monde. Oh. Puis après, il mettait un bout de nostalgie. Mais il manquait de rythme, puis c'est surprenant parce que tu sais, c'est tellement un DJ légendaire. Puis là, moi puis mes amis, mon ami qui est la personne qui va au plus de shows, qui m'envoie toute ma musique, son nom c'est Lika. Je suis avec lui, qui est comme c'est le pire DJ set que j'ai vu de ma vie, puis il va avoir un show quasiment chaque semaine. Puis là, on savait pas si c'était nous parce qu'on était trouvés ou je sais pas trop. Puis là, tantôt, Phil il a dit que sa blonde était là, puis elle a dit que c'était vraiment pas bon. Ah, ben là. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. La Ben Boomer, ça va être meilleur demain. J'espère. Ouais. J'imagine que tu as vu son mix sur YouTube dans les Montgolfières à Cappadocia. Cappadocia ou Cappadocia, ouais. Exceptionnel. Ouais, je mets ça des fois pour travailler, d'ailleurs. C'est tellement bon, ça te rentre dans... C'est comme... C'est smooth, mais hard en même temps. Exact. Ouais. House. Ouais. À quel point notre fleuve est pollué? Ouf! Ben le Saint-Laurent, il va pas bien, là. Tu sais, on va se dire la vérité, le Saint-Laurent est au cœur des changements climatiques. On est dans une population nordique, ce qui veut dire qu'on est très affecté par le réchauffement. On a ce grand fleuve qui s'écoule vers l'océan Atlantique, mais qui est traversé, qui émerge en fait des grands lacs, donc les États-Unis, le Canada, puis qui traverse ensuite tout le Québec pour aller se vider vers l'océan Atlantique. Donc, tout ce qui part des grands lacs, finalement, le traverse. Puis là, bien évidemment, la pollution plastique en fait partie, microplastique, mais on rejette aussi énormément dans le Saint-Laurent. Fait qu'il y a des refoulements d'égouts, il y a des municipalités encore à ce jour qui rejettent tous les égouts là, par là, sans nécessairement être filtrés. On entend même des fois à Montréal attends un petit peu, je vais chercher le mot, là. Des débordements d'égouts. Ouais. Fait que quand les sources là, de centres d'épuration sont comme trop pleines, ils déversent. Des valves, ouais. Des déversements, c'est ça que je cherchais comme. Les déversements volontaires, où là, il n'y a aucun tri qui est fait, il n'y a pas de filtration, là, finalement. Fait que ça s'en va directement dans le Saint-Laurent. Mais pense aussi aux eaux de lavage, où là, on rejette plein de microfibres synthétiques comme le polyester. Ça crée une autre problématique reliée aux microplastiques. Mais toutes les terres agricoles aussi, les pesticides, les métaux lourds, tout finit par s'écouler vers le fleuve.
Fait que c'est vraiment là, en fait, l'enjeu, c'est qu'on a tellement de réserves d'eau douce, on a tellement un réseau de lacs exhaustif, on a tellement de rivières, mais tout ça s'écoule dans le fleuve qui, optimalement, s'écoule dans l'océan Atlantique. Ouais. Fait que le fleuve, il est pas bien. Combine à ça un réchauffement, combine à ça de l'érosion côtière. L'environnement est non seulement en changement, mais les réseaux trophiques, la chaîne alimentaire du très petit jusqu'au très, très, très grand est aussi en train de changer. Puis c'est comme si on était juste à la pointe de l'iceberg en ce moment. Tu sais, on voit des occurrences, je vais parler de mammifères marins encore, là, je suis pas spécialiste, mais pour avoir été sur le Golfe l'été dernier puis avoir rencontré plusieurs spécialistes dans le domaine, les scientifiques sont très inquiets parce qu'il y a moins de baleines dans le coin du Golfe, par exemple, que comparativement à il y a 10-15 ans. Puis là, on parle pas de un peu moins, on parle de énormément moins au point où les scientifiques s'en inquiètent beaucoup. Puis ça, ben c'est un peu comme le résultat d'une chaîne alimentaire au complet. Là. Si les baleines sont moins là, qui se nourrissent de plancton, bien, on peut s'imaginer que le réseau trophique, donc toute cette chaîne alimentaire-là, du très petit jusqu'au très gros, est vraiment en train de changer. Les stocks de poissons, ça va pas très bien non plus. Je pense à la morue, par exemple. Les populations de phoques commencent à grossir. Commencent pas, mais sont extrêmement élevées, là, en fait. Fait que tout ça mis ensemble, ben c'est sûr que le climat au niveau de la communauté scientifique, il n'est pas genre « tout va bien, on se croise les bras puis on continue de faire de l'évaluation de la biodiversité ». Genre. Mm-hmm. Les spotlights sont vraiment virés vers les changements climatiques. Puis, tu sais, une notion importante, mais le Canada est un des endroits dans le monde qui se réchauffe le plus vite. Ouais. Puis, tu sais, même les écosystèmes comme la toundra, là, c'est vraiment en train de changer. Là. C'est quoi, 2 fois la vitesse de la moyenne globale, notamment par le pergélisol qui se dégèle et que le méthane sorte? Exact. On t'en connaît beaucoup. J'essaie. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est assez alarmant. Puis ben, quand tu combines tous ces facteurs-là qui sont de la pression, ultimement, sur les écosystèmes, mais c'est comme si on était en train d'affaiblir à petit feu à plusieurs niveaux, plusieurs variables en même temps. Le Saint-Laurent, puis ben, il est en train de se fatiguer. Là. Il y a moins d'oxygène aussi. Fait que ça, c'est quand même assez troublant. Parce que quand il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Fait qu'un peu comme on voit dans certains lacs, c'est un peu comme si ça, c'était en train de se reproduire dans le fleuve. Puis je veux dire, un peuple comme le Québec, je reviens à la notion de territoire au début, mais les Québécois ne pourraient pas exister là, sans le Saint-Laurent. Là. C'est quoi, 70% ou 80% vivent le long des berges du Saint-Laurent? Un truc comme 70, je pense. C'est un canal de plaisance et de travail. Exact. Économique et de loisirs. Exact. Mais c'est aussi une voie de navigation extrêmement importante. Là. C'est la porte d'entrée vers l'Amérique, là, dans le fond. Ouais. Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt sur la chose la plus polluante, la plus nocive, dommageable, selon nos connaissances présentement? Ben, ça, je sais pas c'est quoi la plus dommageable. Si on regarde les belugas qui sont en voie de disparition, eux sont très affectés par les métaux lourds. Les pesticides aussi, tu sais, beaucoup de cancers, par exemple. Les natalités diminuent énormément. Mais c'est sûr que moi, de mon regard, je constate la pollution plastique, l'effet quasiment pervers des microplastiques qui fait qu'on consomme un peu le plastique qu'on insère dans l'environnement par le poisson, les mollusques qu'on mange, mais aussi par l'eau qu'on boit. Ce que je trouve un peu alarmant aussi dans tout ça, c'est qu'on a retrouvé des microfibres dans la glace en Arctique, en Antarctique. Il y a des études récentes aussi qui ont démontré la présence de microplastiques dans les fœtus, dans le sang, dans les poumons des humains. Wow. Fait qu'on est comme en train de s'intoxiquer. Pour moi, ça, c'est très pernicieux, là. Si je peux sortir un mot fancy. Et ça me fait peur. Mais c'est sûr que j'ai un angle qui regarde ça à tous les jours, là. Explique ce que l'Organisation Bleue fait. Oui, l'Organisation Bleue, en gros, a une mission très large de préservation de l'environnement, avec un angle sur le milieu marin, évidemment, et du Saint-Laurent. Et ça se traduit par des campagnes d'éducation, de sensibilisation, de la production aussi de contenu, mais également de la mobilisation communautaire. Et ça, c'est le projet qui pogne le plus, je pourrais dire. Dans la saison estivale, on se mobilise aux 4 coins de la province, mais aussi dans tout l'est du Canada, pour faire des nettoyages de berges où on vient nourrir une base de données que j'ai créée en 2018 qui permet le recensement de la pollution
avec toutes sortes de données géographiques qui nous permettent cette année de venir à terme d'un rapport sur 5 ans qui vont nous permettre de mieux comprendre l'instance de courants marins, par exemple, sur des zones très précises du littoral où on pourrait retrouver plus de pollution, mais également des corrélations avec les fameuses bouches d'égout municipales qui pourraient aussi prouver finalement que, là, dans ces bouches d'égout-là, il y a une réelle source de pollution qui s'en va dans le Saint-Laurent. Et tout ça, ça devient comme une espèce d'outil préventif de surveillance environnementale qui n'existe pas encore par le gouvernement, qui permettrait, de un, comme j'ai dit, identifier des zones qui sont plus à risque. Mais mettons, on se reprojette il y a 1 an avec Fiona, l'ouragan qui a frappé aux îles de la Madeleine, qui a vraiment détruit toute une côte à Terre-Neuve, qui a même frappé jusqu'en Côte-Nord. On pourrait dire, suite à Fiona, on pourrait identifier des zones qui auraient besoin d'être nettoyées. Puis ça, pour moi, c'est vraiment la clé parce qu'on pourrait devenir préventif plutôt que réactif. Puis le rapport et toutes les recherches qu'on fait, parce que là, on a beaucoup de mobilisation communautaire, c'est le fun, on fait des événements, ça a l'air comme d'un party, quasiment que c'est le fun. C'est full inspirant, mais ultimement, ces mobilisations-là servent vraiment à amener des recommandations aux politiques, puis à engager un dialogue entre les législateurs et le milieu des organismes communautaires comme moi. Fait que quand on pense qu'on est trop petit pour avoir un impact, non. Non seulement tu peux te mobiliser puis venir faire un nettoyage, mais tu peux aider littéralement à bâtir la base de données. Puis, quelqu'un comme moi ou avec l'Organisation Bleue, on est rendu qu'on est entendu, on est vu, et les politiciens nous consultent littéralement quand il y a des enjeux de pollution, par exemple. Quel genre de données récoltez-vous et c'est quoi les conclusions du rapport? Là, je peux pas te donner de conclusion 100% parce que je travaille dessus cet hiver. Ça va être mon beau projet de tanière hivernale. Mais en gros, on applique des cartes. Là. Fait que c'est un peu comme des calques de Photoshop, mais un peu plus nerd, où on applique des courants marins, de la topographie sous-marine. Puis on va même appliquer des cartes historiques là, de ruissellement au niveau de certains tributaires. Tributaires, mot fancy encore pour dire des embouchures de rivières, par exemple. Puis à travers tout ça, on ajoute la carte de mes données. Fait que c'est vraiment une mosaïque de genre quasiment 85 nettoyages depuis 5 ans. Et puis là, on va laisser le moteur statistique faire sa job, puis nous revenir avec des conclusions concluantes ou pas concluantes qu'on va ensuite pouvoir vulgariser. Mais tu sais, je peux te dire déjà d'emblée qu'il y a de la pollution partout. Moi, je remarque une corrélation sur le terrain avec les fameuses bouches d'égout. Souvent, on trouve des plages complètement dégueulasses parce qu'il y a une bouche d'égout municipale à proximité. On voit une incidence avec les courants. Je pense au Parc national du Bic, par exemple, où il n'y a pas vraiment d'humains qui habitent là. OK, il y a une certaine affluence touristique, mais tu sais, il n'y a pas du monde rempli, tout cordé sur la beach en été au point de polluer la plage. C'est vraiment, ce qu'on voit, c'est le résultat des courants qui amènent la pollution sur le littoral. Puis ensuite... Parc du Bic. Le Grand Tour. Nice. Magnifique, le Parc du Bic. Ou, tu sais, dans le coin du Golfe, justement, dans le cadre de l'expédition qu'on a menée l'été dernier, on s'est retrouvés dans des lieux dépourvus d'humains, genre le versant nord d'Anticosti, où là, on a trouvé des berges complètement poubelles avec des couches, littéralement, d'années d'accumulation de matériaux plastiques qui nous font croire qu'on vient d'atterrir dans le plastinocène, là, qui est l'ère du plastique fossilisé, littéralement, là. À quel point vous pouvez... quand on nettoie des berges, on nettoie les grosses choses. Mettons, en termes de grosseur, on va jusqu'à une botche de cigarettes. Ouais. Mais à quel point qu'on a un impact sur les microplastiques? Tout gros déchet, finalement, qui est intercepté... va finir... Mettons qu'il n'est pas intercepté. Mettons qu'on regarde la vie d'une bouteille de plastique qui s'en va dans l'environnement. Ouais. La bouteille de plastique, genre, t'habites Clark, Saint-Laurent, t'as mis au recyclage, un bon matin venteux. Tout ça pogne dans le vent. Je sais pas si t'as déjà vu Saint-Laurent, un matin venteux de recyclage, mais c'est un... Post-brosse. Un méchant beau dépotoir à ciel ouvert. Ouais. On est sur une île. Fait que ta bouteille, elle va parcourir son chemin jusqu'au fleuve. Un déchet libre dans l'environnement, il y a genre 95% de restés dans l'environnement. Là, c'est une statistique réelle. Ah ouais. Puis une fois que le plastique touche à l'eau, 100% des chances qu'il demeure à l'eau, à moins qu'il soit intercepté par un humain. Il y a comme une espèce d'effet de viscosité qui fait que le plastique colle, adhère à la surface de l'eau. Fait que là, la bouteille, elle va avoir l'air d'une bouteille pendant peut-être 10 ans.
Mais si elle est soumise aux rayons du soleil, à la chaleur, à l'action des vagues, frottement du gravier sur le bord des côtes, elle va finir par se désagréger. Elle va comme release des petits bouts de microplastique qu'on voit pas nécessairement à l'œil humain. Et puis, mettons qu'on la retrouve dans 500 ans, bien, cette bouteille-là, finalement, au bout de sa vie, elle existe encore. Elle est juste plus en forme de bouteille, elle est comme en microparticules. C'est une poussière de plastique qui, elle, s'infiltre partout et demeure. Une bouteille de plastique, on estime que ça peut durer de 450 ans à 1000 ans. Le polystyrène, comme pour du take-out ou des verres à café, par exemple, il n'y a même pas de date de péremption, là. On dit que ça existe pour toujours. Wow. Puis il y a une stat que j'aime beaucoup, que j'utilise parce qu'elle est très visuelle. Puis tu sais, peut-être extrapolée, là, mais c'est une façon que le public peut au moins mieux comprendre que de dire 95% des microplastiques. La statistique dit qu'il y a plus de microparticules dans l'océan que d'étoiles dans la galaxie. Wow. Et ça, c'est quand même pognant, tu sais. Quand on regarde le ciel, on se dit pas, hey, tu sais... On transpose ça dans l'océan, on pense au plancton qui fait de la belle petite lumière, de la bioluminescence. Bien, il y a aussi le microplastique, puis cette biodiversité-là cohabite là, finalement dans un océan de plastique. Qu'est-ce que vous avez fait à date en termes de scale de nettoyage? Bien, on est rendu à quasiment... Là, cet été, tu disais 4 tonnes quand on a sorti notre communiqué pour la rentrée scolaire. Depuis lors, on est rendu à 7 tonnes. Wow. Puis j'ai fini ma saison hier, fait que wow. chill. Wow. 25 événements plus tard. Wow. Sur 52 semaines, c'est fou. Ben moins que ça, en fait, j'ai commencé à la mi-mai. Exact. Fait que c'est comme un crunch de 10 semaines, en fait. Ça fait vraiment beaucoup de nettoyage. Je rêve aux déchets la nuit, là. Genre, je rêve que je trie ou que je trouve des belles choses, genre. Wow. Je trouve un trésor, je deviens riche. On a mobilisé, genre, quasiment 1500 bénévoles pendant la période estivale. Notamment parce que cet été, on s'est mobilisé beaucoup à travers des festivals. Et on collabore avec les gars de Valère Qualité Motel aussi. Oui, que justement, Phil, notre vidéaste. Fait que ça amène du beau crowd. Là. Ouais. Ça amène les foules, il y a comme un effet de fan. Puis je pense que ça vient un peu décomplexer aussi le mouvement environnemental parce que ça devient comme accessible à tous dans un contexte de fête. Moi, je trouve ça méga pertinent. Raconte c'est quoi la virée du Saint-Laurent? Parce que c'est incroyable. Oui, la virée, ça, c'est très cool. C'est un concept qui est vraiment interdisciplinaire, donc à mi-chemin entre culture et protection de l'environnement. Puis c'est un peu comme un mouvement d'artistes finalement, qui a émergé des gars de Valère Qualité Motel quand ils m'ont approché pour me dire on aimerait ça mettre un festival à voile sur pied, mais qui soit vraiment ancré, pour pas faire un autre jeu de mots, dans un mouvement environnemental, parce qu'eux aussi voulaient faire une différence, mais voulaient utiliser leur voix d'artistes pour représenter la cause. Fait que c'est comme s'ils se portaient garant, porte-parole de la protection du Saint-Laurent à travers leur musique, à travers leur fanbase aussi. Puis, on fait des corvées de nettoyage, finalement, en programme double avec des shows en soirée. Alors, en gros, c'est comme une tournée en voilier qu'on monte le Saint-Laurent ou qu'on descend. Qu'on descend le Saint-Laurent. Qu'on le monte. Qu'on monte, excuse. Moi, je vais jamais l'avoir. Qu'on monte le Saint-Laurent et à chaque arrêt, il y a un nettoyage et il y a un show intime. Exact. Ouais. Sur la plage. Ouais. Et donc, Phil a documenté ça. Oui, Phil a documenté ça. Il y a comme un gros documentaire sur YouTube, j'imagine. Ouais, comme de 10-15 minutes. C'est une série, 3 épisodes. Oui, c'est Marie-France Lécuyer qui l'a réalisé et filmé. Comment ça s'appelle sur YouTube? Est-ce que vous vous souvenez? C'est La Virée du Saint-Laurent. OK. La Virée puis du Saint-Laurent. sur Facebook aussi, sur la page de La Virée. Puis je pense que sur la page de l'Organisation Bleue, devrait être là aussi. Fait que là, ça montre vraiment un peu l'ADN, justement, du festival. C'était la première année qu'on le faisait là, avec tout le monde, l'équipe de prod, d'Organisation Bleue, les gars aussi. Il y a des shots folles, by the way. De baleine qui a fait le prix sur le bord du voilier. Ça, c'est la deuxième édition. C'était la petite vallée, coucher de soleil. Ça, c'était épique. Ça va être incroyable. C'était quasiment comme si elle venait nous remercier d'avoir fait le ménage. Ça, c'est cute. C'était beau. Ça, c'est cute. Mais retournons aux données, parce que quand on a fait quand j'étais là au nettoyage, mais parce que c'est impressionnant la précision des données. Ouais. Alors explique comme la précision des données que vous. Oui, puis tu sais, sans me lancer des fleurs, mais la précision de ces données-là, c'est ce qui fait qu'on travaille avec le gouvernement à l'heure actuelle. Là. On a été approché par le ministère de l'Environnement à l'automne dernier. Fédéral ou provincial? Fédéral, qui sont en train de travailler sur la loi du bannissement du plastique. Et c'est une analyste du fédéral, Chin,
qui m'a dit, écoute, on essaye de mettre en place une loi sur le bannissement du plastique, mais le lobby est tellement fort, puis on n'a tellement pas de contre-argument parce qu'il n'existe pas de données. On se retourne vers toi, on sait que tu as une base de données. Fait que là, il m'a dit, OK, oui, je monte une base de données. Je savais même plus pourquoi je prenais des données à un certain point. Ouais. Puis là, on dirait que ça m'a comme ouvert une porte. On m'a dit, écoute, il y a un data gap, il y a un trou dans les données universitaires. On a regardé les pesticides, les métaux lourds, le microplastique. On a recensé la pollution, genre dans le sol. On a été jusque dans la glace. Mais il n'y a personne qui a regardé le macroplastique sur le littoral. Ce que j'avais fait. Puis il y a des sciences citoyennes participatives comme avec la WWF qui, eux, le font. Il y a même des initiatives dans l'Ouest canadien avec Surfrider, qui le font aussi. Mais pour le lobby, si c'est fait par 5000 participants, monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas valable. C'est pas une science rigoureuse, c'est pas une science pure, dure. Versus, avec l'Organisation Bleue, c'est la même série de 4-5 personnes, géographes ou biologistes, qui ont collecté les données à travers les années. Fait que ça devient comme plus baqué, plus rigoureux, je pourrais dire, au niveau de la statistique. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait comme deal, parce que c'était littéralement une négociation de quasiment 1 an, Wow. on a accepté de diffuser notre base de données publiquement pour une première analyse de la base de données. Fait que ça va se traduire comme en une carte interactive. On va arriver sur l'Organisation Bleue. Puis là, le monde entier va pouvoir avoir accès à la base de données. Fait que ça va être une carte du Saint-Laurent avec des points tout simplement partout où on a été. Puis partout où tu cliques, tu vas pouvoir avoir accès aux données qu'on a récoltées sur le terrain. Ça, ces données-là, c'est de la superficie, le poids collecté, le nombre de participants et tous les déchets très, très détaillés, comme tu as dit tantôt. Là. Mais donne des exemples de très détaillés. Ben, écoute, il y a plusieurs catégories comme, d'une part, le take-out, restauration rapide. Fait que là, on met les boîtes pour emporter, les ustensiles en plastique, les pailles en plastique. Puis là, il y a des nouvelles catégories qui émergent avec les années, là, mais genre là, on a des pailles en carton, des ustensiles en bois. Il y a moins d'attaches 6-pack. Pendant la pandémie, c'était la pandémie des masques puis des gants. Là, on en trouve moins cette année. Fait qu'il y a comme des occurrences, la catégorie des drogues. Là, on a vu le pot apparaître sur le littoral. La fait que les pots de plastique de 3,5. J'ai une catégorie pre-roll. Ça devient quasiment anecdotique. Là. J'ai une catégorie plantes artificielles. Plantes aussi, on trouve full de pots de plantes, surtout au printemps. Tu sais, les étiquettes qui marquent la sorte de fleurs ou de légumes, ça, full. Ça va jusque dans les vêtements. J'ai des matériaux de construction, des pneus, catégorie pêche, pêche récréative, pêche industrielle, du cordage, des bouées, des hameçons. Il y a juste les élastiques des homards, c'est hallucinant. Les élastiques de homard, les cages à homard, les cages à crabes. Écoute, il y en a, là. Fait que là, nous, on le connaît, le protocole, c'est genre, ça va là, ça va là, ça va là. Mais c'est vrai que quand tu vois la base de données pour la première fois, c'est genre, hey, OK. Mais c'est un travail de longue haleine, tu sais. Ça serait facile de juste ramasser puis juste pitcher. Ouais. Mais on dirait que ça prend autant de temps, quasiment plus, de répertorier puis de noter. Je te dirais que c'est le plus gros de la job. Ça prend des ressources. Ça prend full de ressources. Puis, tu sais, une fois qu'il y a fait cette fiche-là pendant un événement, il faut la répertorier dans la base de données. Faut la trier, il faut s'assurer qu'elle est comme pareille que les autres pour qu'après ça, quand ça soit rentré dans un logiciel statistique, tout soit comme cohérent. Là. C'est là que rentre le travail de pigiste spécialiste en base de données. Fait que moi, j'ai comme eu l'idée, j'ai monté la fiche, mais après l'analyse, là, je passe le flambeau à des scientifiques puis à un membre de mon conseil d'administration. Parle-nous de... En fait, quand je t'avais demandé c'était quoi des endroits vraiment pollués au Québec quand on s'est levé à Pointe-Claire, tu avais dit les îles de la Madeleine et Anticosti. Puis-tu développais à ce sujet? Bien, Anticosti, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que le Saint-Laurent, à la hauteur du Golfe, devient un peu comme une petite mer intérieure, un peu comme on peut voir dans les grands océans. Fait que là, on parle souvent de GYRE, G-Y-R-E. C'est un terme anodin pour décrire un peu l'effet d'un tourbillon. Fait que, tu sais, la planète a une espèce d'effet physique de rotation qui fait une espèce d'effet de tourbillon dans les continents océaniques. Fait que les continents océaniques, il y en a 5. L'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, Arctique, Antarctique. Puis là, on parle pas de la Terre, là, on est vraiment dans la mer. Et là, il y a une espèce d'effet de tourbillon qui fait qu'on accumule les matières plastiques dans ce cœur de tourbillon-là.
Puis c'est ça qu'on appelle le continent de plastique. Ouais. Mais dans le golfe, il y a un peu le même principe qui se recrée à petite échelle. Et on aurait, c'était l'hypothèse qu'on avait, du moins quand on est parti à l'expédition bleue, c'était de dire, est-ce qu'on a l'incidence d'un petit gire dans le golfe? Et si oui, ça serait à peu près à la hauteur d'Anticosti. Et mon hypothèse, mon flair, et que j'ai appliqué plusieurs cartes de courant marin là, avant de partir sur l'expé, mais je me disais, d'après moi, Anticosti, sur le versant qui fait face au golfe, donc le versant sud, je pense que j'ai dit le versant nord tantôt, mais c'est vraiment le versant sud, peut-être qu'on trouverait plus de déchets. Et est arrivé ce qui est arrivé. Là, finalement, c'était comme une joie de valider l'hypothèse, mais en même temps, c'était, moi, ce que je qualifie un désastre environnemental. Là. Puis pourquoi c'est pas plus facile que ça d'établir sont où ces flux-là? Comme me semble, dans mon point de vue non scientifique, si tu appliques les cartes des courants marins, justement, me semble que c'est logique de, comme si tu les appliques puis tu fais 1 + 1 + 1, ça fait 2. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment un data gap. C'est comme si tout le monde s'était tourné vers du très, très petit ou du très grand, genre en Arctique ou dans les continents de plastique. Mais si on regarde à plus petite échelle chez nous, ben pour moi, c'est évident, mais c'est pas une expertise qui est donnée à tout le monde. C'est niché comme thématique aussi, c'est moderne, c'est des enjeux qui sont relativement nouveaux. Fait qu'on c'est comme si les spotlights avaient été tournés vers le Pacifique, l'Atlantique, le Grand Nord, mais personne s'était vraiment questionné à « Ouais, mais ça a l'air de quoi chez nous? Puis pourquoi il n'y a pas tant de données, tu sais? » Fait que moi, je suis rentrée là-dedans à 1000 à l'heure. Là. Je travaillais dans les requins, je faisais de la plongée, puis je suis revenue au Québec. Je me suis fait embarquer dans une tournée de nettoyage, puis me voilà 5 ans plus tard, genre passion déchets. Là. Mais vient avec la passion déchets, la compréhension aussi de ce qui se passe sur le terrain. Puis écoute, c'est là que j'en suis aujourd'hui, à essayer de faire pousser les politiques parce que on a besoin d'aide. Là. Est-ce que tu penses que le changement du statut de l'île d'Anticosti va changer les choses? Sûrement. Je pense que Anticosti va avoir peut-être plus de priorité dans sa préservation vu qu'elle est reconnue au patrimoine. C'est sûr que si on veut maintenir son statut, il faut en prendre soin parce qu'on protège ce que l'on aime. Puis j'aimerais vraiment ça monter un projet de dépollution de grande envergure, là, un peu à la Ocean Cleanup où genre on débarque avec des barges, des équipes terrain, puis là on fait le tour de toutes les anses, les plages, puis on s'en va genre massivement dépolluer Anticosti, ça serait ça à coche. Parle-nous de l'expédition bleue. Oui, ben là, j'en ai parlé un petit peu. Dans le fond, la prémisse scientifique, c'était ça, cette hypothèse-là du gire. C'était ça la prémisse de... Ah ouais. Dans le fond, moi, j'arrivais là. J'avais fait le tour de la Gaspésie, de la Côte-Nord, des îles de la Madeleine. Puis là, je me disais, il reste une zone, c'est le Golfe. On l'a pas eu à l'étude. C'est gros. C'est gros en tabarnak. Faut pas faire un petit sac. Puis c'est froid. Puis il y a pas beaucoup de gens qui montent jusque-là. Puis en parallèle, je me suis fait mettre en contact via le réseau Québec Maritime qui mène beaucoup de projets sur des bateaux scientifiques, qui rassemble aussi des équipes de recherche dans des optiques de recherche et recherche-création, justement pour donner des opportunités aux scientifiques d'aller en mer, d'aller sur le Saint-Laurent puis d'étudier le terrain. Fait que je me suis fait approcher pour mettre sur pied un projet à nature écoféministe, mais aussi intersectoriel. Puis la personne qui m'avait contactée dans le temps m'avait dit « Il me semble que tu serais une bonne porteuse de ce projet-là. » Puis je suis sûre que tu es capable de réfléchir à un projet de science. Fait que là, je me suis dit « Ben là, c'est sûr que c'est autour de la pollution plastique. » Puis là, OK, je m'allie de femmes, j'en connais quasiment trop. Fait que là, j'ai tendu quelques perches. Puis ça n'a pas été long, là, que j'ai été en contact avec, entre autres, une chercheuse, Laura Rowendick. Laura a fait son doctorat à McGill en ingénierie. Elle n'a pas son statut d'ingénieur, mais elle est scientifique en physico-chimie. Et elle a étudié les microplastiques dans le Saint-Laurent. Et elle a fait 5 ans de recensement de microplastiques, vraiment de la zone fluviale, estuaire. Et elle s'était arrêtée à cette île. Mais quand j'y ai dit, ça te tente-tu de venir finir ta recherche de cette île jusqu'à quasiment le Labrador? Ben, elle m'a dit, OK, go, on y va. Fait que, en parallèle, la recherche sur le recensement des macro-déchets sur les berges, on avait tout un protocole de microplastique aussi pour recenser l'eau à proximité des berges qu'on nettoyait. Fait que ça, c'était comme une première de faire des vis-à-vis nettoyage, recensement de gros déchets vis-à-vis le recensement du microplastique.
Puis à ça, on s'est associé à des créatrices littéraires, donc 2 professeurs, 2 étudiantes, qui, elles, venaient littéralement vulgariser, créer, sensibiliser le public à travers des éditoriaux, des blogs, des cartes postales même, beaucoup de brefs destinés à Instagram. On avait aussi une équipe de production qui venait tout capter du vidéo, des photos, qui tout ça, finalement, ont permis de rejoindre le public en temps réel. Fait que l'expé était extrêmement complexe, multifacette. C'était quasiment un mois. Ouais, on était 16 sur l'équipage. Puis là, je dis une expé écoféministe, mais il y avait des hommes aussi à bord. Il y avait tout un équipage diversifié aussi, communauté LGBTQ. Fait que c'était comme dans l'optique de rendre la science accessible, essayer d'inspirer les jeunes filles aussi à entreprendre des carrières dans le milieu de la science qui sont vraiment sous-représentées là, dans le milieu, surtout des médias. Là. Fait qu'il y avait une intention de justement montrer aux jeunes filles qu'il y avait des femmes aussi qui faisaient de la science. Puis c'était d'inspirer le public finalement à travers des campagnes de com extrêmement étoffées à bord du bateau en temps réel pour rejoindre le public au maximum. Et on l'a fait avec brio. That's it. Yes. That's it. Revenons un peu par rapport aux perspectives. Ouais. Je sais pas comment je veux poser ma question, mais je trouve qu'il y a des causes symboliques. Ouais. Puis après, il y a comme la réalité, quand tu checkes les statistiques, qui peut un peu changer cette réalité symbolique. Puis un exemple concret, c'est les sacs en plastique. Ouais. On est comme on a arrêté. On s'est tout tourné vers les totes. Ouais. Là, j'ai vu un article que les totes, comme pour rentabiliser l'impact écologique, il faudrait que tu utilises un tote tous les jours pendant 50 ans. Ouais. Fait qu'il y a comme une dichotomie, justement, entre, oui, avoir un message porteur d'espoir inspirant à changement, mais que, tu sais, les bouteilles de plastique, historiquement, jusqu'à une couple d'années, ça a tellement amené de bien, de santé, aux tellement de communautés dans le monde. Comment qu'on fait pour jongler, justement, avec... C'est complexe, mais comme avec les données qu'on a maintenant, mais qui sont peut-être pas les données qu'on aura dans 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il faut juste suivre le chemin qu'on trace pendant qu'on est en train de le tracer? Ou... C'est une grosse question existentielle. Parce que comme n'importe quoi dans la vie, c'est sûr que si on change une addiction sur consommation à une autre, puis on fait juste déplacer le problème. Ouais. Est-ce que le plastique est plus dommageable que le coton? C'est probablement similaire, là, fait que je pense que l'optique, c'est d'en avoir moins, mais mieux, puis l'utiliser le plus longtemps, puis ça s'applique à tout, Puis comme tu dis, même pendant la pandémie, je veux dire, là, c'était comme l'outrance au plastique, là, tout le monde capotait avec l'hygiène. OK, c'est une période, on l'a fait, ça a passé, Mais, où tu disais, les bouteilles plastiques, ça l'a aidé. Bien, l'hygiène, évidemment, mais dans les populations du tiers-monde, en contexte de guerre. Mais c'est pas normal que, genre, Steven puis sa blonde Caro, au mois de juillet, qui partent en VR pendant un mois pour leurs vacances, s'achètent, genre, 4 caisses de 24 d'eau. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ou ça n'a pas rapport que tu ailles 12 gourdes dans ton armoire, mais que tu t'en serves juste d'une, mais que tu t'en achètes une nouvelle aux 6 mois parce que tu la trouves cute. C'est pas normal. C'est pas normal que tu achètes un café Tim Hortons à tous les jours, 5 jours semaine, alors que tu pourrais te munir d'une bonne tasse réutilisable. Fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là. Comme c'est pas normal que tu achètes du Shein en ligne à toutes les semaines parce que tu as le goût d'être en mode. Faut comme changer de paradigme. Puis ton tote bag, ben il est super, ton tote bag. Lave-le, réutilise-le, puis t'offre-le le plus longtemps possible. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Ton manteau d'hiver, tes bottes, payer un petit peu plus cher. Moi, je dis souvent, moins consommer, mieux consommer, puis mettre un petit peu plus de budget. Puis mieux le choisir. Fait que ça devient un peu comme curate. Tout ce que tu choisis comme dépense, dans le fond. Puis même dans ta bouffe, ça s'applique. Éloignons-nous de la pollution. OK. Mettons-la de côté. Comment ta perspective du Québec a le plus changé depuis ces dernières années d'avoir lancé l'Organisation Bleue? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est bon pour Bonjour Québec aussi. J'en ai parlé un peu tantôt, mais j'ai travaillé dans les Caraïbes longtemps. Je suis partie du Québec à un âge quand même assez jeune par l'appel de la mer et des tropiques. Comme beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça, puis je pense que j'incarne très bien ma génération millénariale à travers ce mode de vie. J'ai été en Australie, j'ai été dans les Caraïbes, beaucoup d'Amérique latine, Costa Rica, Honduras, puis c'est comme si
j'avais oublié que le Québec, c'était merveilleux puis c'était magnifique. Puis c'est quand je suis revenue en 2018 puis qu'on m'a demandé de faire une tournée pan-canadienne que je me suis retrouvée à Terre-Neuve au mois de juin avec pas tant de touristes. Il y avait des icebergs dans l'océan. L'eau était cristalline bleue. Puis il faisait genre 22 degrés. Puis le soleil se couchait à 11 heures le soir. Puis là, j'ai fait comme « Hey boy, on m'a jamais dit ça que c'était beau de même ici. Puis c'est ça. Là, c'est comme si ça m'avait reconnecté. En me disant « Mon Dieu, j'avais jamais catché qu'il y avait autant de beauté puis de grandeur ici. Puis que la nordicité pouvait venir me chercher autant que les tropiques puis la chaleur. » Fait que c'est comme si dans ma tête, il y avait un lifestyle, puis c'était d'être snowbird, puis je revenais l'été au Québec, puis là, je profitais du Québec à la chaleur. Mais j'avais jamais réalisé à quel point le Québec pouvait m'offrir un lifestyle de plage, de grandeur, de splendeur, puis d'animaux autant que ce que je peux découvrir depuis 5 ans. Puis depuis 5 ans, je suis tellement retombée amoureuse du Québec que j'ai pris l'avion genre 2 fois en 5 ans pour le travail, genre. Je l'ai même pas fait par plaisance. Quand je prends des vacances, je m'en vais en Gaspésie ou en Côte-Nord parce que je capote. C'est fou, on dirait que comme tout ce que tu viens de dire, les derniers paragraphes, ça aurait pu sortir de moi. C'est comme même situation, même réalité, même ouverture de perspective, de changement de perspective. Même, j'ai pris, je pense, 2 vols aussi pour la job. Fait que c'est fou que bon. Ça s'inscrit en même temps, en parallèle. Ben, puis tu sais, je pense qu'il faut le vivre, là. Faut sortir, explorer, tu sais, puis faut aller en camping, faut comme aller un peu hors des sentiers battus. C'est sûr qu'il faut aimer la nature, là, puis faut aimer les mouches. Je veux dire, même aux îles, il y avait des maringouins en tabarnouche. Ah ouais? J'en reviens de là. Mais ça, il y en avait encore cette semaine? J'ai capoté, là. Mais je pensais que les moustiques, c'était... Je sais, moi aussi, je pensais, mais écoute, changement climatique, I guess. What? Je me suis fait extrêmement piquer. Ah ouais. Mais moi, on dit que c'était beau. Ouais. Oh, les grands vents, l'air frais, les dunes, les plages. Honnêtement, c'est le paradis là-bas. Là. Ouais. Puis l'eau est tellement belle. Je sais pas, mais je suis allée au mois de mai. Puis l'eau était tellement belle. Ouais. C'est tellement fun. Ouais. Quelque chose qu'on fait pas au Québec, c'est d'explorer le Saint-Laurent l'hiver. Oui. Est-ce que tu as pu l'explorer un peu? Oui. J'ai capté pas mal d'images, genre de glace. Là. J'étais comme à la recherche de texture. Puis j'ai une bonne amie avec qui j'ai été sur Expédition Bleue, d'ailleurs, qui habite à Sainte-Luce-sur-Mer. C'est où ça? C'est juste un peu en haut de Rimouski. OK. Puis elle a une magnifique maison qui donne sur le fleuve. On dirait quasiment qu'on est en bateau quand on est dans le salon. Wow. Puis j'ai été voler en drone au-dessus de la banquise. Banquise un peu lousse, là, mais le fleuve pognait en glace l'hiver. Puis là, j'ai vraiment découvert que, mon Dieu, l'eau est vraiment verte en hiver. Puis les glaces, là, c'est exceptionnel. Ah ouais? Ouais. Puis des fois, tu peux être chanceux, pogner un petit banc de phoque sur une banquise à la dérive, genre chilling en descendant le fleuve sur un petit bout de glace. Puis tu sais, c'est comme... Il y a une espèce de calme aussi à l'hiver, une espèce de... Même une sonorité qui est comme étouffée, enveloppante. Puis le fleuve, pour vrai, en tempête, il est assez exceptionnel. Ouais. Même dans le coin de Forillon, là, j'étais à Lens au Griffon, genre début décembre, pour une tournée de conférence dans les écoles. Ça, c'est Gaspésie, by the way. C'est Gaspésie, exact. Puis ça m'a vraiment frappé de voir les plages avec un petit peu de neige, des plages quasiment avec du swell de surf, mais qui avait comme de la glace au bout de la vague qui cassait. C'était tellement beau, pour vrai. On devrait aller plus sur les plages l'hiver. Où est-ce que moi, cet hiver, je me donne une commission d'expérimenter le Saint-Laurent l'hiver, chose que j'ai jamais faite. Cool. Tu sais, mis à part Charlevoix, maintenant. Ouais. Où est-ce que tu me recommandes d'aller? Là, tu viens d'en mentionner, là, mais... Ouais, ben Gaspésie, wow. Percé, là, en hiver, c'est quand même épique. J'aurais le goût de te dire Côte-Nord, dans le coin de Tadoussac. Il y a des trails dans les montagnes. Même le fjord, là, dans le coin de Saint-Fulgence, le Mont-Valin. Il y a des points de vue quand même assez exceptionnels là, sur le fjord. L'Anse-Saint-Jean aussi, il y a des coins vraiment wow. Est-ce que le mont, c'est quoi, le Mont-Valien? Mont-Valin. 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 Ça donne vue sur le fjord directement? Oui, il y a des bouts où tu peux voir le fjord. Ah ouais? Wow. Mais c'est ça, il y a plein de beaux spots, là. Je te dirais, c'est plus choisir lequel. C'est ça. Tu sais, Massif, à Baie-Saint-Paul, ben oui, ça, c'est un classique. Mais on dirait que le réflexe, ça serait de penser que c'est plus froid sur le bord du fleuve, mais justement, c'est le contraire. Ouais. Ben, ça dépend des bouts, là. C'est ça. Mais l'eau réchauffe. Quand même.
comparer. Parce que pour mon livre Saison de Montréal, justement, j'ai fait des recherches sur comme pourquoi il fait fret. Comme, tu sais, comparé à Toronto ou même New York, c'est juste que on n'a pas, contrairement aux pays scandinaves, surtout, qui ont leur bassin d'eau ne gèle pas. Les autres, ils ne gèlent pas l'hiver, tandis que nous, ça gèle nos baies. Je pense que c'est Baffin qui gèle. La baie de Baffin Bay? Non? Baffin, Hudson, Baie James. Bref, les grands cours d'eau au nord du Québec, pas le fleuve, là, mais le reste, ils gèlent. Alors l'air froid parvient à nous plus facilement versus des bassins d'eau qui sont pas gelés, qui créent des murs de chaleur. Oui, ben il y a le Gulf Stream aussi là, qui va vers l'Europe. Là, on est à la même latitude genre que la France, mais chez nous, c'est fret, puis eux, c'est quand même... Il y a du redoux. Ouais. Puis il y a notre fameux vent, le petit nordais. Là. Le petit nordais, lui, il pince dans la face au mois de janvier. Si on oublie l'hiver, ça serait quoi tes secrets les mieux gardés du Québec? Oh! En termes de spot? Mais là, ça sera plus des secrets. Ben, il n'y a personne qui écoute le podcast. Ouais, c'est ça. OK, great. Les îles, c'est pas tant un secret. Ouais. Mais c'est pas tant accessible non plus. Là. Je viens de le faire en char, ça m'a pris 30 heures. C'était un char électrique? Ouais, c'était quelque chose. Combien de recharges? Genre 15. 15 recharges? Ouais. Puis à peu, là, au Nouveau-Brunswick, moi, je suis ultra spontanée puis TDAH, là. J'étais arrivée au Nouveau-Brunswick, j'ai ouvert le circuit électrique, puis j'ai réalisé qu'il y avait genre 2 bornes. Ouais, le Nouveau-Brunswick sont pas forts, c'est 2 bornes, j'étais là, oh my God, comment je vais faire? Puis il n'y a pas de 100 kWh, c'est juste des 50. Ouais. Fait que recharger, c'était genre 1h30 à chaque fois, je capotais. Wow. Puis à un moment donné, je suis arrivée, puis il y avait quelqu'un qui commençait à charger. Fait que j'ai attendu 2 heures avant de me charger. Attends, moi, pour ma pire expérience de voiture électrique, c'était Nouveau-Brunswick aussi. C'est drôle, galop. Ils sont pas bien guéris, là. C'est comme... Ils pensent que mettre une borne rapide à côté d'une borne lente, c'est une bonne idée. Ouais. Mais non, il y a une 7,2 kWh puis une 50. Puis, je vais prendre la 7,2, tu sais. C'est ça, tu sais, sont éparpillés. Ouais. Fait que moi, ma copine, l'été dernier, on est allé en Nouvelle-Écosse. Puis... au Nouveau-Brunswick, on va à une borne. Il venait juste d'avoir une coupure de courant. Aïe. Fait que là, on est comme shit. T'sais, c'est soit qu'on attend pour le retour du courant ou qu'on essaie d'aller à l'autre. Puis là, je check le nombre de kilomètres qui me reste. 46 km. Oh! Ouais, moi, je suis bon à aller sur la peau des fesses. Ah ouais, hein? Il me restait 46 km. Puis l'autre borne était à 47 km. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris la décision. Je suis comme... Fuck it, on essaye. Hein? Ouais. Fait que là, comme ferme la radio, déplugue les selles, ferme les fenêtres, Echo plus mode. Puis là, c'est comme, tu sais, il faut vraiment que tu fasses attention. Tu roules à 80, genre. Tu roules à comme... Puis là, on a googlé, c'est quoi la vitesse optimale? Ouais. Tu sais... 90? Ben, on n'a pas vraiment trouvé de réponse, parce que comme 90, c'est bon, mais c'est quoi, comme... Il doit y avoir un kilométrage parfait de comme 77, c'est comme, tu vas assez vite, mais avec peu d'énergie. Fait que là, on retient notre souffle tout le long. Puis là... Le dernier, comme 2 km, c'est juste une pente descendante. Malade. Dans un centre d'achat. Fait que t'as rechargé. Tu sais, quand tu descends, un peu comme les voitures à essence, une fois que tu descends en bas de 30 km, comme le chiffre disparaît. C'est comme, now you're on your own. C'est parce qu'ils veulent pas avoir la responsabilité que la voiture nous a dit, il te reste 50 km, mais finalement, il t'en reste 45. Fait qu'ils enlèvent le nombre de kilomètres restants à la fin. OK. Fait que tu faisais juste bip, 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 comme tous les wordings, ça a commencé à apparaître. Mais l'affaire, ouais, c'est ça. Fait que ça, mais c'est drôle que ce soit au Nouveau-Brunswick, parce que c'était littéralement au Nouveau-Brunswick qu'il y avait un problème d'infrastructure. Mais on est tellement choyé au Québec pour l'infrastructure. Même aller à Ottawa, bizarrement, comme de Vaudreuil à Ottawa. À Ottawa. Non, excuse. De Rigaud à Ottawa. Ouais. Mon accent, il y a une borne rapide. Ah! Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ben, il y a comme moins de demandes, I guess. Mais pourtant, tu sais, c'est comme quand même un couloir important. J'ai appelé le numéro sur la borne au Nouveau-Brunswick. Ouais? Ouais. J'étais genre, salut. C'est un gars qui me répond. Hello. C'est quoi l'affaire? Pourquoi il n'y a pas plus de bornes? Genre, je viens de faire 3 heures de char, il y en a 60 de l'autre bord, puis il y en a 2 ici. Puis le gars, il me dit, Nouveau-Brunswick, c'est pas bien riche, là. OK.
Ben, tu sais, genre, tu vas en Saskatchewan, il n'y a pas de borne électrique, le gouvernement, il a voté pétrole. J'étais comme, OK, là, tu es en train de me dire, je peux pas traverser le Canada en char électrique. On peut pas traverser le Canada en char électrique. Mais il y a les Petro-Canada se sont donné comme mission, on va connecter le Canada d'un bout à l'autre électrique. Ah, ça serait bien. Fait que je sais pas si tu utilises l'app Petro-Canada. Non, circuit électrique. Mais c'est ça, mais moi aussi principalement circuit électrique, mais quand j'étais en marde Petro-Canada aussi. Ah, OK, je savais pas ça. Puis c'est juste qu'ils ont placé dans des Petro-Canada stratégiques. Fait que mettons, ça va pas à Charlevoix-Côte-Nord parce que tu traverses pas le Canada de même. Mais mettons, à Québec, puis après, ça va à Témiscouata, mettons. OK. Fait que tu peux le faire, mais je sais pas c'est quoi la distance maximale en deux, puis en hiver avec les conditions, ça va être difficile. Savais-tu que les Saint-Hubert... Ouais, ben oui, tous les Saint-Hubert. Oh, des bornes. Puis là, les couche-tard commencent beaucoup. Nice. André Chouinard, je pense que c'est ça son nom, le fondateur de couche-tard. Non, excuse, je me trompe. Le nom du fondateur de couche-tard. Bref, Phil va nous dire. Et Google. Qui est une légende. Couche-tard, c'est une des 500 plus grandes entreprises au monde. Ouais. Puis, c'est québécois. Alain Bouchard. Alain Bouchard. C'est proche. Ouais. C'est proche. André Chouinard, c'est ouais, pas c'est ça, exact. Puis, je pense qu'il a acheté une chaîne de dépanneurs en Scandinavie. OK. Je pense en Norvège. Fait qu'ils ont beaucoup... Il a beaucoup pu observer leur transition vers les chars électriques. Puis il a dit, on est prêt pour la transition. Ouais. C'est juste le fait qu'ils font. Moi, pour vrai, j'arrête souvent dans les couche-tard maintenant parce qu'elles sont de plus en plus propres. Les toilettes sont propres. Je sais pas si tu as remarqué le switch depuis quelques années. Ouais. Leur service espace de café, de clignotine et nettement. Pour vrai, surprenamment, la pizza du couche-tard. Eh ben. C'est un secret. C'est un secret gardé. Eh ben, ça fait différence du Tim Hortons. Ben, c'est ça, exact. Parce qu'on dirait qu'on est tout le temps au Tim. Mais 15 recharges des îles à Madeleine, c'est fou. Ouais, c'est beaucoup. Je pense que ça a du sens. Mais... Ben, genre, mettons, de Québec à Rimouski, on en fait une et demie. Ouais. Rimouski, j'en fais une complète. J'en ai fait une autre à Amqui. J'en ai fait une à Campbellton, une à Bathurst. Là, je suis rendue à 6, j'y compte en même temps. Après, j'adore que tu t'en souviens. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Shediac, j'ai reboosté un petit peu à Charlottetown. J'ai pris le traversier, je suis arrivée à Cap-aux-Meules. À Cap-aux-Meules, j'ai rechargé parce que j'étais vide. Puis là, pendant que j'étais aux îles, j'en ai fait genre 4. 4 recharges? Ouais. Il doit pas y avoir tant de bornes lentes? Il y a une borne lente, puis il y a une borne 50 kWh. Comme là, c'est même pas l'hydroélectricité, tu sais. On dirait que j'ai le goût de comme pas charger aux îles. Tu charges avant d'arriver aux îles. J'ai chargé. Non, mais c'est correct, là. Puis, ben, ça, là, j'étais à 8, fait que j'en ai fait 16 dans le fond, parce que j'en ai fait autant au retour. C'est fun parce qu'on dirait que c'est la première fois que je peux relate à quelqu'un qui a un char électrique aussi. Ouais. Ah, mais je me suis même fait dire à Shediac, on s'est plugué. Puis là, c'est quand j'ai appelé le gars à la borne, genre, j'ai rien à faire, m'a l'appelé, moi, jasé. Il était genre 8 h le matin. Puis il y a un monsieur qui passe, il dit Hi! Fait que là, allô, vous parlez français? Ben ouais, on parle français. Je vous dis, c'est la première fois que je vois quelqu'un plugger. J'étais genre. T'as déviergé la borne. Ouais, genre. Mais by the way, fun fact, ils viennent de rajouter, ils rajoutent évidemment constamment des bornes au Québec. On est vraiment choyés. Rivière-du-Loup, il y avait juste le Normandin. Ouais. Mais là, au Saint-Hubert, l'autre bord en diagonale, ils ont rajouté une borne de 500 kilowatts. Oh, shit. Qui a, je pense, 5 plugs. Fait que c'est comme une borne que tu peux plugger 5 chars. Le futur. Là, ça, c'est comme... Tu sais, dans l'application circuit électrique, tu sais, quand tu choisis tes filtres pour voir ce que tu vois sur la map, tu sais, avant, c'était quoi? C'était comme 20 à 50, puis après, il y a eu puis là, 20 à 80, 20 à 150, 20 à 300. Puis là, depuis ça, je suis allé rechecker, puis ils ont juste mis infini. Parce que c'est comme, fuck it, on va arrêter de constamment changer. Mais 500, mais tu sais, c'est 500 qui est divisé en les différents. Mais toi, t'as une Niro. Moi, j'ai une Soul. Je pense que ça n'a même pas d'incidence. Genre, notre capacité de recharge est limitée. Oui, c'est ça, à kilowattheure. Fait que quand même qu'on y reste à 500. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même fou que, comme au moins, l'infrastructure est là. Si tu prends une Tesla qui est beau. Oui, exact. Peut-être que si on se met sur une liste d'attente de char neuf, ben dans 3 ans, on va dire « Holy shit, on charge en 5 minutes, genre. » Ouais. Mais c'est ça que les gens réalisent pas, que j'essaie de communiquer, c'est que... Puis en plus, la première fois que je parle de char électrique sur le podcast, alors c'est fun, mais les gens regardent l'autonomie seulement. Ouais. Mais c'est vraiment important de regarder la vitesse maximale de recharge. Ouais. Parce que ça va avoir une grande incidence sur l'expérience. Ouais. Puis c'est ça, plus c'est haut, mieux que c'est. Parce que peu importe l'autonomie, à savoir si tu charges vite ou pas. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des petites bolts qui chargent pas vite, là. Tu fais combien de kilomètres par année? Ouf. Là, juste cet été, je pense que j'étais à 8000. Ça me surprend que c'est pas plus. Constant les îles.
Moi, là, je pourrais dire mon char indique 103 000, mais genre, avant d'aller aux îles, j'étais comme en bas de 100, là. J'ai été chez le concessionnaire pour faire checker une petite lumière qui allumait, puis il était comme, t'approches de 100. Fait que là, j'en ai fait, là. Parce que moi, je m'enligne... J'ai 8 000, mais je suis peut-être conservatrice. Je l'ai pas je pense que c'est calculé. beaucoup plus. Je vais faire mon bilan comme plus tard cet automne, là, mais... Parce que j'ai fait 43 000 l'année dernière. Puis là, cette année... L'année n'est pas finie, puis je suis rendu à 30 quelques mille. Oh! OK, ben là, je dois être plus dans ta ligue. Mais c'est ça. Parce que je suis tout le temps sur la route. Côte-Nord, Gaspésie, back and forth. Ouais, c'est ça. Ouf! Ouais. Ben écoute, je vais te redonner des nouvelles. C'est quoi tes endroits préférés sur la Côte-Nord? Je m'en vais là. Oh, il y en a tellement. Mon Dieu, ça dépend jusqu'où t'es game d'aller. Je suis jamais allé plus au nord que Bécomo. Fait que là, je m'en vais explorer là-bas. Ben là, genre, Havre-Saint-Pierre, c'est capoté. Ouais. Natashquan, c'est malade. Les îles Mingan, c'est débile. Les îles Mingan, c'est à partir de où que tu y accèdes? Il y a 2 places. Tu peux y accéder par Havre-Saint-Pierre ou par Long Point de Mingan. En bateau? Ouais, en bateau. Bateau. Mais, tu sais, comme... C'est le Bella des Gagnés ou c'est un non, autre non, bateau? un petit bateau, là. Okay. Un petit bateau. Il y a des Zodiacs même qui s'y rendent. Mais les îles Mingan, ouais, c'est capoté, là. Les monolithes. Les îles sont magnifiques. L'eau cristalline. L'été, c'est sûr que c'est vraiment ça à coche. Mais automne, je suis sûre que c'est magnifique aussi. Mais même le vibe, dès que tu dépasses des escoubins, mettons, ouais. C'est comme, dès que les arbres commencent à... Puis tout commence à se passer. Ouais. C'est une différence entre Tadoussac puis, tu sais, un peu plus loin. Puis c'est tellement... Parce que j'ai un lit dans mon auto, dans la Niro. OK. J'ai un setup pour dormir. Puis c'est ça que je m'en vais faire, là. Je m'en vais à Natashquan en dormant. Cool. Puis il y a tellement de beaux spots sur le long de l'eau, comme la chute aux moutons. Oui. Ouais, tu sais c'est quoi? La rivière Saute aux moutons? Ouais, la rivière Saute aux moutons. moutons. Qui est... J'ai pas de référence. Mais mettons entre Bécomo puis les Escoumins, environ. Ouais. Tellement beau de dormir sur le bord, puis là, t'entends la chute, c'est magnifique. Mais là, attends d'aller plus au nord, tu vas trouver qu'un piètre, t'as sauté au mouton. Ouais, c'est ça. Juste comme c'est laid, ça. T'as le sac, c'est laid. Le fion, c'est laid. Ouais, c'est ça. Rivière au tonnerre, alors tu vas capoter, là. Ouais, je sais. C'est genre le grand nord, là. Puis j'ai approché Tourisme Autochtone, justement, pour faire une collabo. Pour aller photographier, parce que c'est la saison de la chasse puis de la pêche. Puis là, je m'en vais avec la... Ben, c'est en train de s'organiser, là, mais je veux pas le jinx, mais je m'en vais passer toute une journée sur le traversier qui fait Matane-Godbout Bécomo pour documenter la vie du capitaine. Ah, cool! Donc, ça va être fun, c'est de juste voir comme, ceux qui font le pont sur le Saint-Laurent. Ça contribue grandement à nos déplacements. C'est un gros bateau, ça. Oui, c'est ça, c'est un gros bateau qui a l'air cool. Ouais. J'ai hâte d'être en haut dans la petite vitrine. Wow, t'es chanceux dans la timonerie. Ouais, ça va être nice. Ça s'appelle la timonerie. La timonerie. Wow, j'adore apprendre des termes weird de même. Timonerie. Timonerie. Appelé après Timon, le premier capitaine. Mais j'ai lu l'historique des pilotes du Saint-Laurent. Oui. J'ai appris que ça a commencé à Pointe-au-Père. Ouais. Historiquement. Puis après, ça a été déplacé aux Escoumins. Bref, je voulais juste partager ça. Ça n'a aucune pertinence, mais... Non, mais on a full d'histoire maritime, là, au Québec. Ouais. Phil, ça doit faire 1h35, 1h30? 1h20. Cool, magnifique. C'est quoi les plus gros défis que tu as en tant qu'OBNL? Oh! C'est des grosses questions. Écoute, un organisme à but non lucratif, c'est l'espèce de, je te dirais, reconnaissance qu'on est des entrepreneurs à part entière, avec une coche de plus. Ce que j'aime, parenthèse, garde ton idée, mais que dans ta bio Instagram, éco-entrepreneur. Ouais. C'est cool, ça. Ouais. Fait que bravo. Entrepreneur en économie sociale, il n'y a même pas de jargon, en fait, pour décrire ce qu'on fait, là, mais tout ce qui est une espèce d'entreprise hybride de financement où on réinjecte les profits dans la cause, ils appellent ça un non-profit, un organisme à but non lucratif, mais c'est plus complexe qu'une entreprise normale. Fait qu'on est comme des super entrepreneurs à mes yeux. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, une femme en entrepreneuriat, une femme en affaires, mais en affaires de cause aussi. Ça a beaucoup de défis, comme des beaux défis. Nomme-nous des défis concrets. La reconnaissance des pairs, la reconnaissance du leadership. Quand tu fais face à genre un meeting de monsieur, c'est comme il y a une petite coche à faire valoir sa place ou son expertise.
J'ai beaucoup d'expérience. Je suis pas extrêmement jeune non plus, malgré ce que j'ai l'air. J'ai un petit 38, mais je me fais souvent passer comme une fille de 27 ans. Fait qu'on va souvent diminuer peut-être mes skills ou mes... Les gens vont me juger d'emblée parce que j'ai l'air jeune. Ouais. Mais tu sais, je pense que dans n'importe quoi dans la vie, c'est un combat que toutes les femmes peuvent vivre au quotidien. Ouais. Puis sinon, je te dirais le financement, c'est tout le temps le nerf de la guerre, mais tu sais, pour une start-up, c'est vraiment crucial de survivre ces 4 premières années. Moi, je me suis lancée 1 an avant le confinement. Yeah! Fait que ça a été vraiment t'as survécu difficile. ça. Oui, exact, j'ai survécu. Puis là, en fait, là, je commence à caresser une vision de croissance. Ça va de mieux en mieux, le mouvement grossit, plus d'exposure, plus de financement aussi, puis plus de nouveaux développements de partenaires au point où là, je t'avais de faire grossir l'équipe. Là, l'été prochain, j'aimerais ça être 5 personnes à temps plein. Mais, tu sais, c'est ça, c'est des défis, tu sais, je pense, du milieu des affaires en général, de faire valoir sa marque, faire valoir son message, faire valoir sa cause. Il y a comme beaucoup de couches à tout ça. Quand je dis super entrepreneur, c'est aussi par rapport au milieu des affaires avec lequel on gère. Je gère autant avec le gouvernement, des universités, des institutions, des corporations, des influenceurs, des relations de presse. Tu sais, c'est comme du ultra multitasking. Mais ce qui me drive vraiment, c'est de continuer à voir ma vision devenir de plus en plus réelle. That's it. Puis, tu sais, j'avais un plan d'affaires il y a 5 ans, puis là, on dirait que je suis encore alignée dans mon plan d'affaires, puis je fais juste comme croître puis continuer d'avancer exactement sur la vision que j'avais. Fait qu'on dirait que là, je me rappelle souvent de « Non, ça va bien, check où t'es rendu, check ce que tu voulais dans ton plan d'affaires, justement dans le plan quinquennal. Ouais. » Le mot de marde. Puis je suis pas mal où je voulais être, là, dans mes milestones. Fait que pour vrai, sky's the limit, puis c'est capoté de voir ça prendre forme de plus en plus. C'est capoté de voir que les gens embarquent dans le mouvement, dans la communauté, que les gens y croient, puis ça devient quasiment comme un trend. Puis ça se fait pas juste par moi, ça se fait par les gens qui y travaillent, ça se fait par les bénévoles qui participent dans la saison estivale, ça se fait par les artistes qui décident de s'associer à nous. Puis tout ça devient comme une espèce de vent de fraîcheur, de positivisme. Puis ultimement, ma mission, c'est juste de toucher le cœur des gens puis d'inciter les Québécois à prendre action pour améliorer notre sort par rapport à l'environnement. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Ben oui. Puis c'est tout à votre honneur. Yes. Comment les gens peuvent le plus aider? Par rapport à l'Organisation Bleue? Ouais. Ben c'est sûr que déjà un like sur Facebook, Instagram, ça a l'air complètement con, mais ça l'aide beaucoup parce que ça fait augmenter notre communauté. Quand vous likez, vous voyez nos communications. Donc, vous pourriez être interpellé à participer à une campagne, à une activité de nettoyage, à une mobilisation. Un courriel par infolette, ça l'aide aussi au bout parce que là, on mousse notre base de données. On devient comme plus gros en rayonnement, en influence. Puis ça, en marketing, ben c'est réel. Ouais. C'est très tangible. Ça nous aide aussi à mieux comprendre les gens qui nous suivent. Ça permet d'établir une espèce de démographie. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment très important et très simple à faire. Sinon, on a un système de donation mensuel, sporadique aussi. 10$, ça peut full aider au bout de l'année. Parce que des fois, j'ai 1000 personnes qui donnent 10$, fait que ça fait 10 000 de plus dans la cagnotte pour nettoyer des berges à l'été. Ça me permet d'engager plus de chargés de projet, des pigistes, de faire grossir nos projets aussi. Si vous êtes d'une entreprise, de peut-être participer à un nettoyage corporatif, on offre des services en team building. Ça fait des activités vraiment le fun et enrichissantes pour les business. Ça peut être aussi une commandite au niveau d'une entreprise. On rentre dans votre code de valeur. Vous voulez faire une compensation carbone. Au lieu de planter des arbres, je le ramène. Nous, on dépollue les berges. Puis ça va vraiment directement à ça. C'est tellement simple, les entreprises. C'est comme, c'est ça qui cherche du team building, vocation sociale, en parler. C'est du bon branding pour eux autres. Absolument. Fait que c'est juste win-win. J'allais dire quelque chose par rapport à... Non, continue. Ben sinon, nice.
Sinon, Phil, il a l'ordre sur la tête. Première fois que Phil a une bouteille, première fois qu'il pose une question du public. Cool! Mais sinon, tu sais, genre, t'es prof à l'école ou t'as des jeunes à la maison, inciter les commissions scolaires, le réseau d'éducation au Québec à avoir plus de conférenciers environnementaux. C'est pas nécessairement l'Organisation Bleue, mais n'importe qui. Tu sais, il y a peu de cursus environnemental à l'école. Fait que de juste donner les bons outils aux jeunes, en communiquant que ça existe, puis en invitant des conférenciers à présenter. Puis mobiliser la jeunesse, je pourrais dire, arrêter de rire un peu des jeunes qui se mobilisent pour le climat, de juste s'ouvrir le cœur, l'empathie à ceux qui ressentent qu'il y a des enjeux. Pas rire des gens qui forment de l'éco-anxiété, pas les dénigrer parce que c'est réel. Puis ces gens-là ont probablement une grande sensibilité, en fait, à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Fait que de s'ouvrir un peu à ces perspectives-là. Puis je pense dernièrement, ben juste soi-même se mobiliser à poser de petits gestes, de lire, de se renseigner, puis d'attaquer une petite chose à la fois et non tout en même temps. Ça, souvent, ça déclenche comme tout un processus de commencer par une petite affaire. Puis voilà. Puis je te l'avais dit il y a 2 semaines, mais j'avais commencé en Gaspésie l'année dernière à faire des nettoyages de berges par moi-même. Je trouve que c'est tellement une activité méditative. Je me souviens pas de ça, mais nice, bravo. Ouais, c'est fun parce que c'est purposeful, c'est physique. Ouais. C'est fun, t'es sur une plage. Oui. Alors, c'est une activité qu'on fait passer la promotion de nettoyer. Ouais. C'est fun parce que ça combine plein de choses. On a une question du public. Attention à la caméra. Ouais, c'est bon. On est live? Je savais pas qu'on était live. Non, Bravo, toi, d'embarquer là-dedans, mais je trouve un truc qui serait vraiment le fun d'en parler, c'est quand même les expos. L'art que tu oui! Ah oui, c'est vrai. sur les berges. Ouais. Ouais, j'ai on va pas mal parler. d'expos là, en ce moment. Fait que comment intègres-tu l'art? Très bon point. Comment intègres-tu l'art à l'organisation? Ouais. Ben là, ça, c'est malade parce que j'ai comme pas vu ça venir. Puis je dis que je suis biologiste marine, mais j'ai travaillé beaucoup en prod. Puis même au secondaire, j'étais dans un profil intensif en art plastique. J'avais 3 après-midi, 3 heures en art plastique. Wow. C'est quand même exceptionnel. Puis même quand je suis arrivée au cégep, je savais pas quoi prendre en art ou sciences, fait que j'ai pris art et sciences. Fait que j'ai comme fait, c'est un deck intégré que ça s'appelle, là, mais j'ai tout fait en même temps. Genre des labos de chimie en même temps que remettre des œuvres impressionnistes. J'étais dans le jus. Mais bref, on dirait avec les années, j'accumulais des déchets. Fait que là, je faisais des nettoyages, puis là, je récoltais tout le temps des trucs comme inusités ou que je trouvais beaux. Puis j'ai réalisé à un moment donné que j'avais comme toute une collection d'artefacts puis de trucs vraiment colorés parce que le plastique, là, c'est un arc-en-ciel de matériaux. Puis là, je me suis dit, OK, ben attends un peu, j'ai peut-être quelque chose là. Fait que là, j'ai commencé à créer des œuvres pendant le confinement, pendant la pandémie, puis que j'avais pas de job. J'étais comme, m'en faire de quoi avec mes vidanges? C'est gratis. Fait que j'ai commencé à créer, puis ça a donné des trucs vraiment cool. Puis là, comme par hasard, a enfilé une série d'opportunités, notamment avec un de mes amis, Alex Côté, qui est artiste, qui avait vu ce que je faisais. Puis il m'a dit, je t'invite sur une expo collaborative au Livard sur Saint-Denis. Ça, c'était à l'hiver 2021, là, fait qu'on était encore confinés. Puis là, j'ai eu à monter une petite salle d'expo à travers une grande expo qui s'appelle WaterSync. Fait que c'est comme un collectif de 10 artistes qui ont un angle justement sur l'eau. Il y a des trucs plus comme ésotériques, mais il y a des trucs plus groundés aussi. Il y a de la photo, de l'art visuel. Il y a même des sculptures, de l'art multimédia. Fait que j'avais une approche très, je pourrais dire, moderne parce que j'utilise vraiment les déchets. Tu sais, je suis pas genre en peinture ou un dessin. Ouais. C'est quand même funky, là, ce que je fais. Mais là, ça m'a comme ouvert une porte parce que je me suis dit, OK, d'une part, je suis pas imposteur. Je fais vraiment de l'art, même si je suis biologiste puis entrepreneur. Puis ça m'a vraiment fait triper de voir à quel point je pouvais transformer le message des déchets que je trouvais. Fait que là, ça devenait plus qu'un tas de vidange, ça devenait comme quelque chose de très esthétique, très beau, qui avait toute une histoire à conter. Puis le feedback que j'ai eu, c'était à quel point c'était pognant de voir les déchets transformés, puis que ça racontait une histoire. Puis c'est là où l'art prend tout son sens pour moi, parce que ça vient vraiment sensibiliser à un autre niveau.
Fait que là, à ce jour, j'étais à une dizaine d'expos à travers le Québec. Wow. J'ai eu une expo à Baie-Saint-Paul qui a été vue presque 10 000 fois l'été dernier. On a inauguré un pavillon sur le bord de la plage. Là, je suis au port Saguenay toute l'automne, qui reçoit près de 200 000 visiteurs avec les croisières internationales. Puis les visiteurs transigent par mon expo. Wow. Fait que, on voit qu'il y a aussi une volonté des méga entreprises comme des associations portuaires de vouloir sensibiliser les touristes. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Et cet hiver, je refais une tournée avec WaterSync, le collectif, à travers toutes les maisons de la culture de Montréal. Wow. Et je suis aussi à la bibliothèque de Pointe-Claire en ce moment, où là, j'ai une dizaine d'œuvres d'exposés. Mais là, j'ai peut-être une trentaine d'œuvres cumulées jusqu'à présent, puis je veux faire grossir ça là, en expo multimédia éventuellement. Wow, c'est fou ça. On dirait, je suis sûr que c'est des œuvres d'art qu'il faut que tu vives, tu sais. Ouais. Il faut que tu le sentes sur place au lieu de le voir en image. Exact. Fait que je vais arrêter. Mes parents. Je passe par Pointe-Claire pour aller chez mes parents. Fait cool. Je vais essayer d'arrêter à la bibliothèque de Pointe-Claire, c'est ça? Oui. By the way, avais-tu vu le film The Deepest Breath? Oui, ça, c'est le film d'apnée. À quel point c'est cinglé? Ouais, mais tu sais, je suis apnéiste aussi, là. T'étais là à Pointe-Claire, justement, il y avait toute l'école d'apnée qui était présente. Ouais. Je collabore avec eux parce que je suis aussi élève et je pratique ce sport. Ce que j'aime pas du film, c'est l'extrême du sport. Tu sais, t'as vu, nous, on était une gang d'apnéistes le 16 septembre. Je veux dire, on était dans 2 mètres d'eau, on a nettoyé les berges. C'était le fun, tu sais. C'est pas tout le monde qui se pousse à 90 mètres de profondeur, puis on dirait que ça devient comme tellement intense. Puis à cause de ces accidents-là, historiquement, ça a teinté le sport d'un sport très dangereux qui est pas reconnu aux Olympiques, genre. Fait que, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux dans cette histoire-là, malgré que les images sont troublantes et exceptionnellement belles. Ouais. Puis je peux comprendre ce qui pousse un humain à aller aussi creux avec une espèce de volonté d'accalmie totale puis de se couper de la société. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose de quasiment fantasmagorique à travers le sport. Mais tu vois, je pense que l'explique dans le titre, c'est The Deepest Breath, d'aller à l'extrême de suivre les détentes de ceux qui tiennent les records du monde. Ouais. Mais oui, j'avais une commotion. J'étais en gros de ma récupération de commotion à ce moment-là, mais c'est rare des films que j'arrête parce que ça me donne mal au cœur. Ouais. Mais de voir des gens passer out back-to-back, je suis comme wow. Ouais, non, c'était pas facile à regarder en effet. Puis, mais c'est fou que. Mais justement, tu sais, je comprends qu'il y a la réalité qui est différente, mais que ce sport peut être tellement extrême, puis que comme. Pour battre le record, il faut continuellement que tu te pousses. Ouais. Puis le fait que la championne du monde, la Russe, est juste disparue dans l'océan. Hey. Pense-y, c'est fou, là, la meilleure au monde est juste disparue dans l'océan et n'est jamais revenue. Je sais. Elle est où est-ce qu'elle doit être, mais dans le sens où elle est dans son monde, mais c'est tellement un film qui m'a shaké. Ouais. J'ai même pas pu le finir. J'ai essayé de reprendre, mais l'apnée, c'est beau. L'apnée, c'est beau. On va donner ça. L'apnée, c'est beau, c'est bon. Merci d'être venu. Malgré une ride de 15 recharges. Oui! Merci pour l'invitation. C'est fun de pouvoir closer cette saison 3 avec toi. Puis j'aime ça justement d'avoir des personnes plus culturelles, mais la dernière saison, j'avais justement Simon Baudry qui on a parlé de baleines, puis de requins du fleuve, puis de tout. Puis de partager l'amour parce qu'on protège ce qu'on aime. Oui. Ultimement. Alors, merci. Merci, Phil. Merci.